Le contrôle nous fait croire que si on contrôle, on va pouvoir diriger sa vie comme on le souhaite. Archi faux. Et pourtant, j'ai encore du mal à m'en sortir. Aujourd'hui, je reçois Maud Nkawa, 8 millions de lecteurs. Et on parle du vrai sujet, comment retrouver l'harmonie quand ton cerveau veut tout maîtriser. Le chemin vers soi, c'est un chemin, je le trouve, courageux. Parce que c'est quand même aller chercher des dossiers enfouis, des choses qu'on comprend pas de nous. Le développement personnel, c'est devenu un gros mot fourre-tout. Un peu réservé aux perchés, d'ailleurs. Oui. Le développement personnel, c'est pour les perchés. Je vais méditer, je vais rencontrer Krishna. Mais pas du tout. Le bonheur, la philosophie du bonheur nécessite du travail. C'est quoi le piège numéro 1 de notre époque ? Je t'ai préparé un PDF récap de tout ce que Maud transmet dans l'épisode. Tu as le lien juste en dessous dans la description. On ne peut pas lâcher prise. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre à plutôt que... Si t'es du genre à trop penser, trop contrôler, cet épisode va te faire du bien. Je trouve qu'on est tellement sérieux avec nos deux vestes. Ouais, t'as vu, Non, je trouve que surtout que Mathieu m'avait dit il faut que t'enlèves les chemises, les vestes, mais moi je sais pas tellement faire autrement. Ouais. Mais c'est pas grave, en fait, on va rigoler. Oui, c'est pas important. Non. Le but, de toute façon, là, bonjour Maud. Bonjour Nicolas. Merci de me recevoir, c'est un honneur d'être avec toi. Mais on s'est rencontrés au lancement de ton livre. Je le montre à la caméra, tu m'avais promis aux éditions Erol. On s'est rencontrés au lancement de ton livre, mais je sais pas, je parle en mon nom, évidemment, mais quand je t'ai vu, il y a eu un truc de waouh, je t'adore. Oui, moi aussi, parce que c'est tellement simple quand on a envie des mêmes choses, d'être dans la même vibration, le fait d'être juste soi, tel qu'on est. Donc oui, on s'est reconnus, entre guillemets, et ça, c'est génial. Donc je suis ravie d'être là parce que je te connaissais pas, mais j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. Bah ouais, et quelque part, je ne te connaissais pas non plus, si ce n'est à travers tes livres, Bien sûr, mais je ne connaissais pas beaucoup ta personnalité. Et en fait, je n'avais pas imaginé à quel point tu avais une personnalité solaire, pleine de vie, avec en même temps, je trouve, une énergie très yang, très comme ce que tu as été chef d'entreprise dans le passé. Ouais, je trouve qu'on retrouve cette énergie-là, mais avec du soleil à gogo. Merci pour ça, je te renvoie vraiment le même compliment, parce que je crois que c'est ça, de réconcilier un peu son yin et son yang, son masculin-féminin. Je trouve que ce soit un homme ou une femme, il se passe quelque chose d'assez chouette quand on accepte ces deux facettes. On va parler de plein de choses dans cet épisode. Pour le coup, on va parler de ton livre, bien évidemment, qui nous envoie dans les fins fonds de l'Afrique, avec des couleurs, des odeurs et tellement de choses qui permettent encore de faire une histoire qui transforme. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te poser des petites questions-réponses rapides. Allez, on y va. Attention, je dis réponses rapides. Attention, j'ai un certain âge quand même, hein. Tu sais, je suis moins... Non, je vais faire de mon mieux, Est-ce qu'on peut vraiment changer sans passer par une crise ? Ah oui. Tu veux que je peux développer ? En une phrase ? En une phrase. Oui, quand on a la conscience. Donc il faut se servir des expériences des autres. Si quelqu'un me dit, tiens, ça, ne le vis pas, ça sert à rien, peut-être qu'il faut prendre conscience, et oui, on peut éviter la crise. Est-ce qu'on peut être heureux sans tout comprendre ? Oui aussi, à fond. Parfois même, il ne faut rien comprendre. Le fait de ne pas comprendre, c'est comprendre d'un autre niveau, par les émotions, par le corps, et pas forcément par le mental. Le mental, il y a beaucoup d'idées qui tournent, et souvent, même si on comprend pas là-haut, on peut comprendre par le corps, et souvent le corps, d'ailleurs, c'est avant nous. Pourquoi on s'accroche autant au contrôle ? Parce qu'il nous fait croire que si on contrôle, le contrôle nous fait croire que si on contrôle, on va pouvoir diriger sa vie comme on le souhaite. Archi faux. Et pourtant, j'ai encore du mal à m'en sortir. Ouais, ça, on va en discuter parce qu'on en parle dans le livre. Bien sûr. Pour le coup. Est-ce que tout arrive pour une raison ? Je crois en un immense puzzle de la vie. On comprendra pourquoi ça nous est arrivé à ce moment-là. Ouais. Mais tant qu'on n'a pas la dernière pièce, ne jugeons pas ce qui arrive et remercions... moi, j'allais dire l'univers, j'appelle le boss là-haut, peut-être que c'est fait pour notre bien. Le plan est toujours parfait, je le crois. D'où viennent toutes nos peurs ? De notre système de défense, qu'on pourrait résumer à l'ego. Notre système de défense nous fait croire que quand on reste dans cette bonne zone de confort, alors on est en sécurité. En réalité, on s'éteint. Donc, dès qu'on fait un pas de côté, dès qu'on sort de cette zone, bien naturellement, on a peur. Et la peur est une émotion tout à fait légitime et tellement importante qu'il faut juste comprendre les messages des émotions derrière pour pouvoir les suivre. C'est quoi le piège numéro 1 de notre époque ?
Sans doute la rapidité, la multitâche, le fait d'optimiser chaque instant. Je pense que le temps est un luxe absolu et on a une croyance donc fausse que plus on fait de choses au même moment, plus on va optimiser notre vie et notre temps. Je crois plus en ça. Mm. Même si ça me demande encore beaucoup de travail que de ralentir, parce que dès que quelque chose me passionne, je dis oui, je pourrais dire oui à tout très rapidement. Donc maintenant, je dois d'abord dire non et poser les choses dans un timing qui Ouais. est plus juste. Et pour terminer, penses-tu que dans la vie, tout est écrit et déterminé? Alors non, je ne pense pas que tout soit écrit et tout soit déterminé. Là où on va mettre notre intention, l'énergie va suivre. Donc je crois plutôt au fait qu'on peut poser des intentions et que, un peu comme au restaurant, le serveur arrive, qu'est-ce que vous voulez déjeuner ou dîner si tu dis bah, je ne sais pas, bah, le serveur repart et reviendra quand tu sauras. Eh bien c'est un peu ça dans la vie. Si à chaque fois, bah, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce qui est bien pour moi. Oui, j'aimerais ça, mais j'ose pas parce que je me sens pas légitime. Etc. Bah écoutez, je reviens plus tard et vous me direz quand vous saurez. Et en fait, quand tu sais, quand tu en as une envie, eh bien, tu poses l'intention et l'énergie suit, tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Ça ouvre sur ton livre, parce que dans ton livre, il y a une question aussi d'itinéraire, quelque part, puisque on va suivre notre ami Gabin, qui va aller en Afrique, parce qu'il l'a promis à sa fille Luce, qui a fêté ses 8 ans, Oui. si je me trompe pas. Et pour lui, qui a perdu, en tout cas, sa femme a disparu, Oui. 7 ans auparavant, forcément, il reste enfermé dans des schémas, dans de la douleur. Dans la douleur évidente. et dans de l'attente même, parce Et dans qu'il ne sait l'attente. pas ce qui se passe. Il n'a plus de nouvelles, elle a disparu, on ne sait pas si elle est morte, si Ouais. elle est partie vivre autre chose, on ne sait pas. Et c'est sans doute une situation extrêmement difficile. On parlait du contrôle, où là, bah, on ne contrôle rien et on est dans l'attente. Et l'attente, c'est quelque chose de difficile et de douloureux parce qu'on ne sait pas. Donc on ne peut pas faire de deuil, on ne peut pas faire même le deuil d'une histoire. Quand même elle serait partie avec un autre homme, il ne peut pas faire le deuil de l'histoire parce qu'il ne sait pas. Ouais. Et ça, c'est effectivement difficile. Et il va faire plein de rencontres du coup au Kenya, parce qu'il rejoint sa sœur Oui. qui est En vétérinaire. mission, en vétérinaire, exactement. voilà, exactement. Et pour le coup, il va surtout rencontrer un certain Jumbo, qui est le chef Du village. Et Jumbo va lui permettre, comme un psy, Oui, complètement. Un sage, Un le sage, sage ouais. avec des traditions, avec tout un parcours aussi. Ouais, il va lui permettre de voir les choses autrement. Ouais. et il va lui dire justement dans l'une de ces conversations qu'ils peuvent avoir entre eux, nous ne sommes pas des victimes du destin, mais des voyageurs qui choisissent leur itinéraire. Oui, je crois vraiment en ça. D'ailleurs, ta première question était très juste. Enfin, une des premières questions là, du petit quiz. Très juste parce que ça rejoint cette croyance que j'ai. Encore une fois, ce que je propose, c'est pas des vérités. C'est juste des choses que j'expérimente avec mes propres croyances. Et puis, si ça résonne pour les autres, j'écris vraiment en espérant qu'un mot, une phrase puisse faire du bien à une personne. Donc, si ça résonne pour la personne, bah, essayons. Testons, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, tout ce qu'on... c'est juste d'essayer. Et tiens, si ça me fait du bien, bah, j'ai raison de continuer à essayer, à proposer. Mais donc du coup, par rapport à ces fameux itinéraires qu'on peut choisir, Oui, c'est que ça. C'est que ça. Pour moi, c'est vraiment... bah, notre vie, c'est un peu le tronc avec l'arbre. Et puis, bah, on est souvent perché sur une branche, de peur de rencontrer ce qui pourrait se passer sur une autre branche de très inconnue, alors que le tronc est le même et les racines peuvent être au même endroit, eh bien on a du mal à passer d'une branche à l'autre. La proposition, c'est de se rendre compte qu'on peut passer d'un monde à l'autre, d'une branche à l'autre et vivre d'une autre perspective ce qu'on a à vivre. Et c'est ça qui est génial, c'est que dans le livre, en fait, on a plusieurs principes que Jumbo va donner du coup comme apprentissage. Ouais. Et ce principe-là, en tout cas, parce qu'on va pas les citer un par un, tel un exposé. Et puis le but, c'est de les découvrir. Exactement. Et puis de vivre ce cheminement aussi, parce que ça commence par déjà un tas de concepts d'acceptation, de conscientisation, parce que finalement, on est enfermé dans notre problème. Et c'est vrai que si on demandait à tout à chacun qu'est-ce qu'il a vécu de difficile, depuis notre naissance, on a tous vécu des choses difficiles. Alors après, on peut les comparer en disant, bah oui, lui, c'est vraiment plus dur que moi, ou à l'inverse, moi, c'est beaucoup plus important que lui. Mais la réalité, c'est que vu de notre fenêtre, on a tous vécu des choses difficiles. Et
le fait d'avoir d'autres façons de voir les choses, d'autres méthodes, qu'il y a toujours finalement un chemin, quel que soit le problème, pour retrouver un état d'équilibre, ça ne veut pas dire que ce sera comme avant, mais ce sera à un autre endroit et ça permettra peut-être de pouvoir retrouver un alignement, une autre branche dans laquelle on peut vivre une vie heureuse, là où on avait l'impression qu'on était au fond du gouffre avec ce qui nous arrivait et que rien ne pouvait changer. Pourquoi des personnes justement ont plus de facilité à rebondir que d'autres face aux aléas de la vie? Alors je crois que c'est un apprentissage et une pratique. J'en parlais récemment avec un ami, je pense que quand tu vis beaucoup de choses dramatiques, eh bien, il y a un moment où il y a un apprentissage de vie, une pratique finalement de ce qui nous est arrivé depuis tout petit. Quand tu vis pour la première fois un drame, bah forcément, tu n'es pas habitué à vivre ou à traverser ce drame. Et puis, je crois que pour se dédouaner les uns des autres, c'est qu'on n'a pas appris à traverser nos émotions. On apprend les mathématiques, on apprend la physique, on apprend à se tenir droit, à vivre les uns avec les autres, mais finalement, personne ne nous apprend les émotions. Comme je le dis, on aurait bien besoin d'un cours d'émotion après un cours de maths, mais pour de vrai, si on nous apprenait à vivre nos émotions, à les comprendre, eh bien forcément, on serait plus préparé, en tout cas sur des traversées douloureuses, sur des moments douloureux. Et quand tu vas voir ces peuples, ce peuple Maasai en l'occurrence, moi, il m'a beaucoup appris parce que finalement, on est dans un schéma de survie et non plus de vie. Tu te lèves le matin, les enfants partent à l'école, ils partent à 20, il y en a 2 qui sont fait manger par un lion, il y en a 18 qui rentrent. Ouais, je t'ai entendu parler de ça dans une interview, ça m'a choqué. Et c'est une réalité. Complètement dingue en fait. Et quand je leur dis, mais moi je suis atterrée, et là en face, mais Maud, c'est la vie. Ouais. Mais c'est juste normal, c'est comme si tu avais fait tomber ta meuf, quoi. Bah, c'est la vie, c'est pas de chance, quoi. Bah, c'est pas de chance, elle a quand même perdu 2 enfants, quoi. Mais c'est la vie. Donc, c'est là que tu vois, on met tellement dans notre système, quelle que soit notre culture, partout sur la planète, quand on met une gravité à quelque chose, ben, quand on le vit, on y met une gravité. Quand tu es là-bas, ben, personne ne vit la gravité. Ouais. Ah, c'est embêtant. Ben, quand même, là, on parle de la mort de 2 enfants qui se sont fait bouffer par un lion, quoi. C'est embêtant, mais c'est la vie, quoi. Ouais. Là, on n'a rien à manger, ben, c'est la vie. Il y a des jours où on aura plus. Tu vois, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, tu fais 2 heures de route pour aller chercher de l'eau. Donc, c'est vraiment, tu vois, tellement différent de ce qu'on connaît que une fois, j'étais partie en Thaïlande et puis moi, j'aime bien aller me promener puis rencontrer des gens, que je parle la langue ou pas, et en l'occurrence, je ne parle pas le thaïlandais, et je rencontre un pêcheur qui donc partait en mer. Je lui dis, est-ce que je peux venir avec vous? Alors, c'est un vieux petit monsieur qui m'emmène, mais on ne se connaissait pas, et puis lui, il ne parlait pas anglais, ni français, etc. Il parlait quelques mots en anglais. S'il parlait quelques mots en anglais, alors on se parlait un peu avec les mains. Puis à un moment, il me sort une phrase en anglais en me disant « Mais ça veut dire quoi la dépression? Parce que j'ai entendu parler de la dépression, vous, en Occident. » Et là, tu vois, je me trouvais un peu coincée. C'est une question qui est tellement courante chez nous que ben, je lui dis, en fait, c'est la perte de sens. Et lui, il ne pouvait pas comprendre parce que lui, il partait à la pêche. S'il pêchait un poisson, ben, il nourrissait sa famille. S'il en pêchait 2, c'était un peu plus abondant. S'il en pêchait un 3e, il donnait à la famille d'à côté. Et puis si le lendemain, il n'y avait pas de poisson, il ne mangeait pas. Donc on est dans un schéma de survie qui est, eh ben on est heureux, on a trouvé un poisson. Et puis on rentre. Moi qui repartais à la fin de la pêche, il me dit, ah, non, non, vous restez déjeuner avec nous. Non, non, vous partagez le poisson déjà en famille. Et c'est juste extraordinaire parce que finalement, c'est une autre façon de voir les choses. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut vivre. Ouais. Mais se ramener à ces essentiels, ça nous montre que chaque difficulté qu'on peut vivre, on le voit bien, aller une fuite d'eau à la maison et ça nous pourrit la journée. Je suis arrivée en retard au boulot, là il y a la fuite, il faut que j'appelle les assurances, machin. Enfin, c'est l'enfer aujourd'hui. Ben, tout est relatif. Et je dis pas que c'est pas l'enfer de vivre une fuite d'eau, mais versus apprendre qu'on a un cancer, versus apprendre qu'on peut pas manger, versus que ton enfant se fait manger par un lion. Il ne faut pas faire de différence de situation, mais on peut prendre du recul, un recul vraiment différent. Mais c'est fou parce que, en fait, ce que tu dis là, j'ai l'impression que justement, quand on voyage, et certaines personnes sont beaucoup plus dans l'acceptation du réel tel qu'il est. C'est d'ailleurs alors il y a sûrement plein d'approches de thérapie, hein, mais notamment la programmation neurolinguistique, il y a cette idée de regarder la situation telle qu'elle est vraiment. Et avec donc, un pas de côté. Avec un pas de côté. Nous apprend à prendre, à se mettre en ce qu'on appelle en position méta, c'est-à-dire qu'on prend un pas de côté et on regarde la situation comme si on observait notre propre situation. Ouais. Si je reprends la fuite d'eau, c'est
Ok, alors là, je regarde ma cuisine qui est en train de fuir, etc. Et comment réagit Maud, là, un peu schizophrène, comment réagit Maud par rapport à cette situation? Et ça, c'est très intéressant parce que d'un coup, tu sors de l'émotion première qui est la panique, oh là Ouais. là, mais il y en a partout, comment je vais faire? Et puis dans 2 minutes, je vais me retrouver. Et ça n'empêche pas qu'il y en a qui vivent des drames. D'ailleurs, on parle de fuite d'eau, il y en a qui ont vécu des drames tout récemment, même en France, ou dans des inondations, qui perdent Ouais. tout, etc. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est pas grave, mais simplement de se mettre en perspective de ce qui nous arrive, des fois de faire un pas de côté, parce que la panique ne nous aide pas à régler le problème. Ouais. Et ça, oui, je trouve que le voyage nous aide à voir un tout petit peu les choses autrement, avec des codes différents. Euh, et c'est ça qui nous permet des fois de sortir de cette souffrance de c'est la panique, je respire plus, qu'est-ce qui se passe? Ok, je fais un pas de côté et je peux prendre un tout petit peu de recul avec ce qui nous arrive. Et quelque part, c'est ce que apprend Gabin durant ce voyage, c'est regarder la situation telle qu'elle est, faire un pas de côté. Et en fait, je suis en train de faire un point, mais mon père qui a vécu en Afrique, il est très dans le détachement. La situation, elle est telle qu'elle est. Pourquoi en faire une maladie? Je l'admire pour ça. Parce Ouais, que, et puis c'est sûr que parfois on se laisse rattraper. Moi, souvent, je me laisse rattraper par mes émotions face à un truc qui est somme toute pas très grave. Mais effectivement, je crois que c'est ça le sujet de faire un millimètre de plus. Ce millimètre, c'est pas. D'ailleurs, souvent mes lecteurs me disent ah ben c'est génial d'arriver à vivre comme ça tout le temps. Non, 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 non. Ah, je le dis tout le temps. Je vis pas ça tout le temps. Très souvent, je me laisse rattraper par mon système de défense, mon ego qui me joue des tours, les émotions que j'écoute pas tout de suite, etc. Non. Mais par contre, le millimètre de gagner, il est pour toujours. Et plutôt que d'en souffrir 1 heure, un mois, un an, eh bien, si tu gagnes 1 minute sur ce mois, une journée sur ce mois et quelques secondes sur une journée, bah c'est ça, c'est gagné pour toujours. De Ouais. revenir à ton état de bien-être, bah si c'est quelques secondes, tu les as gagnés, c'est gagné pour toujours. et justement, ce fameux lâcher prise, parce que j'ai l'impression que c'est un mot fourre-tout. Il y a eu plein de livres sur le sujet, des vidéos YouTube, on n'en parle même pas. Mais personne ne sait réellement Et puis lâcher on ne peut prise, j'ai pas l'impression. lâcher prise. On ne peut pas lâcher prise. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre à, plutôt que de focaliser sur un truc en entonnoir où vraiment tu as tellement le nez sur le problème que tu ne vois plus que ça, Ouais. c'est simplement de s'éloigner un tout petit peu du problème en voyant qu'il y a quelque chose de plus large. Pour moi, le lâcher prise, c'est ça. C'est vraiment dézoomer du problème. Dézoomer, ça veut dire quoi? Ben voilà, là, je pense plus qu'à ça. Par exemple, je sais pas, une situation, mon patron m'a viré, comme un malpropre, alors que ça fait 20 ans que je travaille dans cette entreprise, et là, je vois plus que ça, et ma colère, et tout ce qui va avec. Et c'est important de le voir et d'accepter aussi ce sentiment de colère, cette injustice, etc. Et puis à un moment, petit à petit, tu peux dézoomer. Ça veut dire que le problème est toujours là, mais tu vois aussi un tout petit peu plus large dans ta vie de ce que tu peux avoir. Par exemple, j'ai encore mon mari, ma femme, mes enfants qui m'ont pas quitté parce que je me suis fait licencier. Et petit à petit, on peut dézoomer. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème à résoudre, mais il n'y a plus que ça. Il Ouais. n'y a plus que ça. C'est-à-dire que le problème n'est plus la seule chose que je vois. C'est ça, lâcher prise, c'est pas se dire oh bah allez, je me suis fait licencier, je m'en fous. Non, ça c'est impossible. Et je crois pas au lâcher prise comme ça. Le lâcher prise pour moi, c'est une forme de dézoom sur la situation. Mais- C'est ça, ce pas de recul. Des fois, je me pose la question, est-ce que c'est la société aujourd'hui qui veut ça? Mais comme s'il y avait beaucoup de gens qui ont une surémotivité, et j'ai le sentiment d'en faire un peu partie aussi. Et du coup, faire un pas de côté, c'est pas toujours évident, parce que si je me retrouve avec une émotion telle que la tristesse, l'angoisse, l'anxiété aussi, de temps en temps, elle est là, elle est présente, et j'ai beau me dire, je fais un pas de côté, l'émotion, elle est dans mon ventre. L'émotion, et c'est bien qu'on fasse cette parenthèse, l'émotion, c'est une alerte, uniquement. Si tu comprends pas le message de ton émotion, l'alerte continue à sonner. C'est un peu comme si tu rentres dans ta maison, il y a une alarme, t'entends pas l'alarme, et pourtant elle hurle, elle hurle, elle hurle. Bah, tu rentres dans ta maison, ça hurle, mais toi tu entends même plus que ça hurle tellement t'es habitué, et donc t'éteins jamais l'alarme. L'émotion, pour reprendre très rapidement les 4 émotions principales, la peur, Ouais. la peur, elle te parle toujours d'un danger. Ça veut pas dire que tu es forcément en danger. Mais si tu comprends pas que derrière ta peur, il y a un danger, alors tu peux pas poser la bonne action. Le danger, moi je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, première fois qu'on m'a dit, c'est une Canadienne, Christine Michaud, qui vient en France et qui me dit, moi j'ai adoré tes livres,
je t'offre un seul en scène, c'est le Palais des Congrès de Montréal, je fais une journée d'inspiration, tu passes avant Éric Emmanuel Schmitt, après Frédéric Lenoir, seul en scène, 40 minutes, 4000 personnes. J'étais terrorisée, je dis bah non Christine, moi je sais pas, j'ai jamais fait de conférence, je venais juste de sortir Kilomètre Zéro, c'est pas mon métier. J'étais terrorisée. Soit je reste dans cette terreur qui est mais non mais jamais de la vie je monte sur scène, soit à un moment j'essaie de comprendre pourquoi cette terreur. Tout le monde disait mais c'est génial, t'as vu ce qui t'arrive, toi qui voulais parler à plus de gens. Mais j'étais terrorisée. Et quand j'ai commencé à travailler sur cette peur, qu'est-ce qu'elle avait à me dire cette peur? Ben, j'ai trouvé des dizaines de raisons. Peur pour mon image, peur de pas être aimée, peur de pas savoir faire, peur de pas être à la hauteur. Enfin, des peurs, je pourrais t'en citer plein. Et une fois que j'ai éteint l'alarme qui est, ok, j'ai plein de peurs, je les ai listées, finalement, il n'y en a pas 2000, il y en a peut-être 10, 15. Mais je les ai vues. Maintenant, l'alarme s'est arrêtée. Ça ne veut pas dire que j'ai plus peur, mais je peux poser l'action juste. Et quand je suis montée sur scène, bien sûr que j'ai eu peur. J'ai eu le trac. Parce que, il y a toujours la peur, c'est aussi quand quelque chose d'important est en train de se jouer. L'adrénaline. L'adrénaline qui bien sûr, qui nous aide. Mais tu peux poser la question juste. Soit je me dis, ah non, non, mais jamais de la vie, je monte sur scène, j'ai trop peur, et ça s'arrête là, et tu vas passer à côté d'une opportunité qui est importante pour moi, que de partager ce qui m'est cher, ce qui peut peut-être aider les autres. Soit à un moment, tu poses l'action juste, et l'action juste, c'était quoi pour moi? C'était de me faire aider, déjà par quelqu'un qui m'a aidé à comprendre toutes ces peurs, et puis après par un coach scénique qui m'a appris à monter sur scène, et j'ai mis plusieurs semaines à me préparer à monter sur scène. Ce qui fait que maintenant, je peux monter sur scène beaucoup plus facilement, parce que la pratique aidant, il y a beaucoup moins de peur, et puis plus de facilité. Mais on n'est pas né appris, et donc on a toujours peur de se lancer dans quelque chose. Ouais. Donc la peur nous parle d'un danger, la colère nous parle d'une injustice. Si à chaque fois que je suis en colère, je me dis pourquoi, qu'est-ce qui est injuste pour moi? Qu'est-ce qui est en train de se jouer et qui est irrespectueux ou injuste? Une fois qu'on a posé ça, à chaque fois que tu es en colère, c'est qu'il y a quelque chose d'irrespectueux ou d'injuste qui est en train de se jouer. Ça ne veut pas dire que la personne en face a voulu être injuste ou irrespectueux envers toi, mais toi tu l'as ressenti comme ça. Mais si à chaque fois tu te poses la bonne question, tu peux poser la question juste. L'action juste, c'est peut-être d'aller parler à cette personne en disant écoute, à chaque fois tu me coupes, j'arrive pas parce que je suis timide. Ah ok, donc déjà tu vas pouvoir régler petit à petit ton propre problème. Si maintenant tu reportes sur ah oui, mais il y a toujours les grandes gueules qui te coupent tout le temps et puis du coup c'est pas respectueux et moi ça me met en colère, tu règles pas ton propre problème qui est peut-être d'apprendre à t'imposer un peu plus. Tu vois, donc chaque émotion a une signification. C'est vraiment mon deuxième livre, d'ailleurs, Respire, le point est toujours parfait. C'est vraiment autour de ces émotions que je voulais prendre du temps parce que moi, ça m'a changé la vie. Et moi qui viens d'un monde cérébral, j'ai appris ça à l'étranger. Ça m'a beaucoup aidé d'aller vivre en Asie parce que je me suis rendu compte que les émotions avaient des vrais messages. Une fois que tu connais le message, je dis pas que tout s'est envolé, mais ça a réduit considérablement ton émotion puisque tu as éteint l'alarme. L'émotion de la tristesse, tu dirais que c'est quel message? L'émotion de la tristesse, c'est toujours le même, comme à chaque fois, la peur pour la peur, c'est le danger, la colère, c'est l'irrespect, l'injustice, et la tristesse, elle te parle toujours de perte. Toujours. Qu'est-ce que je suis en train de perdre? Alors évidemment, dans un deuil, tu perds par exemple ton grand-père, évidemment que là, tu comprends tout de suite l'histoire de la perte, mais parfois, je vais citer un exemple, quand je suis partie faire mes études en Angleterre, avec ma mère, on était assez en fusion, et je réussis les concours, et là je la vois en larmes, c'est fabuleux ma fille, je suis tellement contente pour toi. Je dis arrête de pleurer, tu fais que pleurer, alors que tu es en train de dire que tu es heureuse pour moi, et elle pleurait, elle était triste. Et en fait, la tristesse qu'elle était en train de vivre, elle avait l'impression qu'on allait perdre notre relation, que moi je commençais à m'envoler un peu du nid, j'avais une vingtaine d'années, et malgré la joie qu'elle avait pour moi, eh bien, elle sentait cette tristesse et elle n'arrivait pas à l'expliquer elle-même. On en a parlé après, mais comme beaucoup de mères d'ailleurs, quand les enfants partent, ou les pères aussi, mais c'est souvent les mères qui vivent cette émotion de tristesse, que de voir partir leur enfant et les voir s'envoler. Donc, encore une fois, c'est pas forcément dans un schéma négatif. Et aucune des émotions, et ça je tiens à le dire, n'est négative. Ouais. C'est comme si on disait, une alarme est négative. Non, une alarme n'est pas négative, elle a un rôle que de t'alerter à quelque chose. En fait, quand je trouve qu'on est un peu dans le développement personnel, ou même, tu vois, quand on lit tes livres où il y a une forme de transformation toujours de chaque personnage, j'ai l'impression que c'est presque du travail, en fait, qu'il faut... Alors, je sais pas si c'est le bon mot, mais aller au charbon pour pouvoir... t'as raison de dire que c'est pas inné chez nous parce qu'on nous l'apprend pas. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui me dirait ah oui mais moi tu vois ce que je veux c'est avoir des super belles plaquettes de chocolat non pas dans le ventre mais sur le ventre bien dessinées.
On sait tous que pour ça, il va pas falloir manger des Haribo et des chips sur le canapé à regarder Netflix. Enfin, je sais pas si on peut citer des marques. À chaque fois, moi, on me dit, attends, Maud, tu cites pas de marque. Enfin bon, bref, tu m'as compris. Et tout le monde sait que pour avoir un corps bien dessiné, il va falloir faire des efforts, du sport, certaines techniques. Et puis les techniques, tu les trouves très vite. Mais qui les pratique vraiment? Pas beaucoup de gens. Parce que ça demande un effort. Le bonheur, la philosophie du bonheur nécessite du travail. Du travail sur ne pas aller vers ce qui nous fait du mal. Ce qui fait du mal à nos pensées, ce qui fait du mal à notre corps, ce qui fait du mal à notre cœur. Quand tu critiques, et c'est la force de notre ego, qui veut toujours comparer, etc. Mais on se sent mal quand on fait ça. Et si tu fais un tout petit peu attention à tes pensées, si à un moment tu dis, tiens, c'est ça qui me va. Toi, tu fais un métier que tu aimes, mais comme tu me le confiais, comme je peux te le confier, c'est pas un métier où tu claques des doigts, comme n'importe quel métier de passion, où tu dis, ouais, non, Nico, il fait un truc génial, il rencontre des gens sympas, c'est un mec super, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a comme heure de travail derrière? C'est pas juste je claque des doigts et d'un coup, hop, toutes les vidéos se mettent en œuvre et puis je poste ça et puis je suis adorée. Non, ça demande des heures de travail, des heures d'investissement, et pendant ce temps-là, tu fais pas autre chose. Mais c'est ce qui fait qu'à un moment, ton focus est là. Et là où tu mets ton intention, l'énergie suit, toujours. Ouais. Donc, c'est ça le sujet du développement personnel. C'est un travail, mais plus tu pratiques, plus ça devient automatique. Donc, plus tu comprends, par exemple, ton émotion, et plus à chaque fois que tu as une émotion, une contraction, alarme, ok, je respire, je trouve que vraiment ce qu'elle m'a dit est injuste, je me suis sentie attaquée. Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi, en toi? Et une fois que tu as posé ça, tu peux poser les actions justes. Donc tu vois, c'est finalement un truc très automatique après. Mais tu penses que les gens qui font pas de développement personnel, il y en a plein, ça leur parle pas, ils ont même horreur de tout ce qui est... réfléchir, oui, mais même, tu sais, ils vont surtout pas aller acheter un livre de développement personnel dans une librairie. Est-ce que tu penses qu'ils sont plus heureux? Moi, je ne crois pas qu'ils n'en fassent pas. Ils le savent simplement pas. Parce que je me suis retrouvée dans un dîner où les gens, t'es dans le développement personnel, oui. Alors moi, j'aime pas ça, je le fuis. Et en fait, quand tu poses des questions à ces personnes-là, ils ont une vraie conscience de ce qu'ils font eux dans leur vie. C'est du développement personnel. Quand tu es capable de dire, moi je suis pas patient, ou moi avec tel collègue, ça m'énerve, etc. Tu sais, tu as donc la conscience que ce type de personne t'agace ou t'insupporte. C'est déjà du développement personnel. Développement personnel, c'est devenu un gros mot fourre-tout d'ailleurs, un peu réservé aux perchés d'ailleurs. Oui. Le développement personnel, c'est pour les perchés. Je vais méditer, je vais rencontrer Krishna, mais pas du tout. Mais pas du tout en réalité. Ou alors il y a des gens très sérieux dans le développement personnel. Moi, je prône tout le contraire. Je pense que le moins tu es sérieux, le plus tu retrouves ta joie, ton alignement, le plus tu es en train d'en faire. Mais c'est simplement mettre de la conscience sur ce que tu es en train de vivre. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout observer. Si tu es bien, quand je me prends des fous rires, je n'observe pas que je suis en fou rire. Ouais. Tu vois, mais par contre, quand il y a quelque chose qui me fait du mal ou que je vis mal, tiens, fais un petit stop. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand, en parlant à moi, en me parlant à moi-même, tiens, qu'est-ce qui se passe pour que ça te touche quand un tel te dit ça? Il y a peut-être un truc, il y a peut-être un dossier qui n'est pas réglé. Je sors le dossier, tu sais quoi, j'ai pas envie de le régler tout de suite. Je le mets de côté. Mais j'ai la conscience qu'il y a un truc à régler. Et tout va bien avec ça. Il ne s'agit pas de se dire, parce que sinon, alors je passerai ma vie à régler des dossiers, tu vois. Mais des fois, c'est juste se dire, tiens, j'ai vu le truc, je vais mettre ça de côté et puis on verra un peu plus tard. J'ai remarqué dans ce podcast, puisque j'interviewe aussi des personnalités qui n'ont rien à voir avec le développement personnel, et ça peut même être des artistes. Et l'une de mes interviews qui m'avait le plus marqué, c'était Lou Trottignon, qui est un humoriste trans. D'accord. Donc assigné, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas qui est un humoriste aujourd'hui, qui est homme, trans. Et l'épisode, c'est du développement personnel pendant 1h30. Bien sûr. À aucun moment il parle de développement personnel, c'est juste qu'il a dû de changer de sexe. C'était une obligation. Et tu te rends compte, de par ce cheminement, j'imagine qu'il a vécu 1000 choses, 2000 choses. Exactement. Bien sûr. Mais son spectacle, il fait de l'humour, c'est de l'humour, mais par contre, une conversation avec lui, c'est presque beaucoup plus intéressant que tous les gourous du développement personnel, parce que il incarne tellement le changement qu'il a dû faire dans sa vie. Mais j'en suis sûre, parce qu'il a été confronté à 1000 sujets
dont on peut parler, comme le regard des autres, l'acceptation de soi, l'estime de soi. Enfin, c'est tout un parcours, mais là encore, je pense que c'est très propre à l'humanité que de mettre les choses dans des cases. Tiens, là, on est en train de parler de développement personnel. Ou pas. Ouais. On est juste en train de parler de ce qu'on est en train de vivre, de ce qui nous anime dans la vie. Et mais il faut toujours une case, parce que si effectivement tu mets le titre du podcast, on va parler cuisine alors qu'on parle d'autre chose, bah, il faut qu'à minima les gens s'y retrouvent. Donc c'est ça qui est assez fabuleux, alors qu'on pourrait très bien parler de cuisine pendant ce même podcast, parce que je suis passionnée par la cuisine et parce que je suis passionnée par le partage, tu vois. Donc, mais parce qu'on doit mettre les gens dans des cases, bon Ouais. bah tiens, alors je reçois un écrivain qui fait du développement personnel. Non, en réalité, ou alors c'est une romancière. Bah, mais en réalité, je suis pas une romancière, parce que je raconte ma vie, quoi, tu vois. Donc c'est plutôt, peu importe. Mais c'est vrai que ces cases font que on a tendance parfois à enfermer les gens, ou de fait ils se reconnaissent pas. Si tu parlais à ce fameux Louis, c'est ça son Lou, pardon. Il pourrait te dire, ben non, on n'a pas parlé de ça du tout. Et pour autant, vu d'une autre fenêtre, ça pourrait être ça. Donc tu vois. Tout va bien avec ça, parce que c'est des cases qui parfois nous gênent, Ouais. mais j'allais dire, ça n'a pas d'importance. Tu vois, quand je parle avec des libraires, ils me disent « Ah bah je suis très embêtée parce que je ne sais pas si je dois vous mettre dans le roman, dans la littérature, dans le développement personnel, mais mettez, ou même dans le polar si vous voulez, quoi. Moi, tout me va, en réalité, parce que l'important, c'est que les gens aient accès à un texte. Pour moi, c'est ce que je veux partager, mais ne vous embêtez pas, c'est pas grave. Toutes les cases sont bonnes, en réalité. Souvent, certains journalistes disent aussi mais ça vous gêne pas qu'on parle de vous comme dans des romans feel-good? Mais non, ça me gêne pas. Comme au début, certains me disaient ben, on aimerait distribuer même ton livre sur les marchés, mais distribuer mon livre sur les marchés, dès que les gens ont accès au texte, alors moi je suis la plus heureuse des femmes. Mais justement, il y a quelque chose qui m'étonne chez toi, c'est que tu as eu une vie jusqu'à tes 40 ans, si je me trompe Oui. pas, où tu étais dirigeante d'entreprise, quand même dans quelque chose de très carré, très organisé, sûrement quelque chose de très méthodique, très cartésien aussi sûrement. Enfin, c'était pas des entreprises d'ésotérisme. Non, c'est vrai, pas du tout. Donc, on était sur quelque chose Ouais. de très organisé. Et en fait, quand on te voit là, t'incarnes tellement tes messages. Quand on lit tes livres, les principes, ce que tu développes, quand on t'entend parler, je me dis, mais comment, enfin, à l'époque, avant tes 40 ans, t'avais déjà cette conscience-là sur de la vie? En fait, j'étais passionnée par les relations humaines, ce qui m'a fait aller vers l'entreprise, parce qu'une entreprise, c'est avant tout des êtres humains. Et moi, j'ai travaillé effectivement dans le monde de la recherche et après des nouvelles technologies, mais donc avec des polytechniciens, des centraliens, et je me rendais compte que des gens d'excellence pouvaient ne pas fonctionner ensemble simplement parce que ah, tu viens de Polytechnique, moi je viens de Centrale, tu comprends pas. Non, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Et donc ça bloquait juste par l'ego qui est je suis au-dessus, je suis en dessous, etc. Et en fait, c'est ça qui me passionnait. Donc, moi, dès que je partais, même pour cette entreprise ou d'autres entreprises, pour le travail, je prenais vite une semaine de plus pour aller rencontrer des peuples au fin fond de nulle part. Parce que c'est ça qui me passionnait. Et je ramenais ça en entreprise, jusqu'à amener même de la méditation en entreprise, qui était pas de la méditation au sens on se met en position et puis on attend Krishna. C'était pas ça du tout. C'était plutôt on fait un break là, parce que vous m'avez l'air tous énervés, moi la première. Donc, si on veut parler sans s'aboyer dessus, ben juste on se fout la paix une minute. Alors on appelait ça se foutre la paix. C'est Fabrice Midal d'ailleurs qui a écrit un livre qui s'appelle Se foutre la paix, qui est juste on se fout la paix. On n'est ni les dirigeants, ni les salariés, ni le père d'eux, ni la mère d'eux. On est juste à se foutre la paix une seconde. Et quand tu laisses redescendre toutes tes pensées, ben naturellement tu connectes quelque chose de plus aligné. Et donc toutes les idées arrivent à ce moment-là. Et ça, c'est fabuleux. Donc, oui, j'avais cette envie de manager autrement. Et d'ailleurs, Kilomètre Zéro, mon premier livre, je l'ai écrit pour mes amis. Et réellement, ils s'en sont emparés. Et les dirigeants s'en sont emparés parce que c'est la méthode, personne s'y est trompé, ma méthode de management derrière, qui est quand on voit les choses autrement, eh bien, on peut manager autrement. Et quand les gens sont heureux au travail, ben, tout est possible. Et ils deviennent bien plus rentables. Là, si je parle aux investisseurs, c'est exactement ce que je leur disais. Arrêtez de pressuriser les gens. Moi, j'étais dans le monde de la recherche. Si tu dis à un ingénieur, t'as absolument pas le droit de te tromper parce qu'on va pas pouvoir investir plus, bah, il se trompe. Il fait pas de recherche, il fait du développement. Mon job, c'était de dire, mais trompez-vous autant que vous pouvez. Et moi, mon job, ça va être de trouver la bonne voie pour amener le bateau au bon endroit. Mais c'est grâce à vos idées, à toutes vos idées, comme dans le monde de la recherche,
on se trompe des milliers de fois avant de trouver la solution. Ouais. Et ça, oui, ça m'a passionnée. Et c'est ce qui a fait le succès de ces sociétés, parce que je crois pas au fait de... Enfin, je crois quand les gens sont heureux dans la vie, et donc dans leur travail. Moi, je les mettais à la porte le week-end parce qu'ils venaient bosser. Je dis, mais vous êtes dehors, vous allez avec votre famille. Je dis, oui, mais toi, tu es bien, d'accord, mais bon, c'est ma boîte, et puis je suis pas un modèle pour ça. Donc, vous sortez, mais ils avaient tellement envie de créer, qu'effectivement, quand les gens sont heureux au boulot, ils ont envie de bosser. Tu vois bien dans ce que tu fais, je crois pas que tu sois aux 35 heures. Non. Ou alors par jour, mais sûrement pas par semaine, tu vois. Donc, pourquoi? Parce que il y a un moment, tu es tellement pris parce que c'est même un frein de dire, ouf, attends, 2 secondes, là, il est déjà 13 heures ou il est déjà 14 heures. Et, tu vois, moi, je suis obligée de me mettre des alarmes dans la journée pour me dire, oh là là, il faut que je m'arrête parce que sinon, je suis tellement prise dans le truc qu'à 20 heures, j'y serai encore, quoi. Je me pose quand même la question, justement, quand je vois ton parcours de vie où il y a vraiment une césure, en tout cas entre ta vie d'entrepreneuse, enfin, de dirigeante, et là d'écrivaine. C'est toujours entrepreneuse, ça n'a pas changé réellement. Exactement. Mais quand tu étais jeune, jeune, pardon, quand tu étais petite. Tu peux. Je ne le prends pas mal, tu sais pourquoi? Parce que je trouve que vieillir est un luxe. Moi, tu vois, je me dis, quel luxe d'avoir 50 ans. Alors, j'ai aucun problème sur mon âge. Alors, c'est par tranche de 5. À 50 ans, je dis 55. Mais là, j'approche des 55, donc j'ai pas de mal à dire 55. Puis dans un an, je dirais 60. Mais je trouve que c'est un tel luxe de vieillir. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis morte quand même quelques fois. Hein. J'ai fait une crise cardiaque, réanimée, etc. Donc, je sais que chaque seconde est importante. Si j'ai pas envie d'être avec toi là 1 heure, mais mon Dieu, elle me sera jamais rendue à toi non plus, et ni même aux auditeurs. Donc si on n'a pas envie d'écouter une émission, on l'écoute pas parce que c'est un luxe. Moi, j'ai une profonde gratitude que de converser avec des lecteurs ou d'être écouté par les auditeurs parce que ils m'accordent un moment précieux. Parce que ce moment-là, il leur sera jamais rendu. Donc tu peux tout à fait dire oui, et j'espère qu'on pourra dire de moi qu'à un moment je serai très vieille. Ça voudra dire que j'aurai le luxe d'aller encore plus loin. Donc non, tu me choques pas à dire ça. J'avais fait un date, enfin si, mais il était très jeune, il avait 21 ans. Et il m'avait dit, quand j'avais dit justement que j'aimais pas trop les années qui passaient, que j'avais du mal avec mon âge, il m'avait dit, il avait 21 ans, Ouais. imagine-toi à 70 ans, à quel point tu serais heureux de revenir à tes 40 ans. Et j'ai trouvé que des fois la sagesse... Et il n'y a pas d'âge. Pas d'âge. Mais tout comme moi, mon chien, c'est mon maître absolu sur la patience. Il est capable de rester 5 heures à attendre un écureuil qui n'aura jamais, de par le fait que l'écureuil est plus véloce que lui, eh bien, il est là, il attend et il peut ne pas bouger. Incapable de rester 1 heure, la tête même en bas. Lui, il est capable de rester 5 heures. Donc, de chacun, on peut apprendre, c'est sûr. Et à 21 ans, il y a des gens très sages. Ma question de base, c'était, en tant que petite fille, la vie que tu mènes aujourd'hui, c'était ce que tu rêvais? Oui, parce que j'avais cette vision de me dire, il faut bien que j'apprenne à l'école, comme ça, très vite, je vais prendre ma retraite de ce que je dois faire pour voyager, pour rencontrer l'humanité. Moi, mon grand rêve, mais encore aujourd'hui, c'est de rencontrer 7 milliards de personnes. Tu vois, c'est vraiment de rencontrer tout un chacun, parce que on apprend tellement des uns et des autres. Moi, j'adore passer un peu de temps à discuter avec les uns, les autres. Tu vois, là, je viens en taxi, j'adore discuter avec eux. Il s'appelait Laurent, je lui demande toujours le prénom, il s'appelle Laurent. Alors, Laurent, c'est quoi ta vie? Avant, c'est quoi? C'est depuis toujours tes taxis. Et puis, en fait, tu apprends plein de choses de chacun. Moi, j'adore ça, rencontrer les gens. Et puis, parce que quand on apprend des autres, on apprend aussi de soi. Ah bah tiens, tu me dis ça, que j'y ai jamais pensé. Ah mais t'as raison, je vais essayer. Et en fait, c'est ça, le propre de mes livres, c'est de partager des choses qui m'ont aidé au quotidien. Et de me dire, ben voilà, encore une fois, si un mot, une phrase, une circonstance peut permettre un déclic, je trouve que croiser quelqu'un et imaginer qu'il se sente un tout petit peu mieux qu'avant de m'avoir rencontré, avant d'avoir rencontré mon livre, tout comme moi, de rencontrer quelqu'un et de me sentir un tout petit peu mieux qu'avant d'avoir croisé cette personne, bah, je crois que c'est le propre de ma vie. En tout cas, c'est mon objectif. Donc très vite, très jeune, je me suis dit, bon, il faut que je fasse ce qu'on attend de moi là. Et après quoi, je prends ma retraite et en fait, toute ma vie, j'ai pris ma retraite parce que je n'ai fait que vivre ce que je pouvais vivre. Je suis incapable de travailler dans des choses qui m'intéressent pas. Donc, même dans la finance, je me suis éclatée parce que j'ai rencontré plein de gens, parce que finalement, une aventure d'entreprise, c'est pas qu'un tableur Excel et
Et Ouais, c'est l'humain. c'est qu'il y a une aventure humaine, exactement. Donc, j'ai pas l'impression de faire un métier différent. Quand tu dis que dans ton livre, justement, dans tes livres, tu veux apporter des déclics, des apprentissages aux gens pour qu'ils puissent évoluer, dans ce dernier, il y a une phrase qui m'a marquée et qui m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. C'est que je la retrouve, tac, 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 transformer les dates de deuil en dates de joie. Oui. Ça m'a marqué parce qu'en fait, c'est un passage où justement, Ouais. Gabin qui a vécu, voilà, qui a vécu ses propres traumatismes aussi. En tout cas, Jumbo va lui apporter ce moment où transformer les moments difficiles en étant dans l'action pour amener du positif sur ces dates-là. Et tu vois, un truc tout bête, depuis ma séparation il y a 3 ans, je ne fais plus de soirée Halloween puisque c'était associé avec mon ex. Et on m'a fait la réflexion la dernière fois, mais pourquoi t'as arrêté ? Et je me rends compte que je ne mets plus de joie sur des dates qui sont trop comme associées. si on avait prescrit C'est quelque chose, alors que cette date-là, c'était il y a 3 ans, un jour précis, un moment précis, comme s'il fallait finalement honorer cette souffrance depuis tout ce temps. Ben non, j'ai déjà assez souffert, pourquoi je me donne double dose ? Et c'est ça, oui, moi j'ai compris ça grâce à un moine bouddhiste qui m'avait enseigné ça, et je trouvais ça très juste. Et à la limite, fête, puisque maintenant tu es debout. Oui, mais attends, je vais pas fêter le décès d'un tel ou justement une rupture alors que j'en ai beaucoup souffert. Mais si, fête, parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas heureuse ? Ben oui, effectivement, mais je suis pas heureuse d'avoir perdu cette personne. Mais oui, mais tu te souviens de ça. Souviens-toi des bons moments. Tu es tel que tu es parce que tu as aussi vécu ça, aussi douloureux que ça ait pu être. Et ça a changé complètement ma vie que de se dire, je transforme ça en fait à chaque souffrance, transformer pour inspirer. C'est le propre de la résilience d'ailleurs, hein, quand on vit quelque chose de douloureux, c'est d'accepter, de transformer pour inspirer, parce que malheureusement, il y a des millions et voire des milliards de personnes qui ont vécu une séparation avant toi, et il y en a malheureusement des millions et des milliards qui le vivront après toi. Donc si tu peux partager le comment t'es resté debout, eh bien ça va aider des milliers de gens derrière toi. Mais je pense que c'est intéressant aussi parce que il y a tellement, par exemple, les dates clés comme Noël où les gens disent j'aime pas Noël parce que. Oui. Et en fait, quand j'ai lu ce passage-là, ça montrait pourquoi pas recréer un Noël où du coup n'importe quelle date qui a été difficile, en disant quelles sont les règles du jeu, quelles sont les cartes que j'ai en main aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça m'a appris ? Parce que qu'est-ce que ça m'a appris, moi aussi, ça m'a beaucoup aidé. D'une situation difficile, ok, j'aimerais pas la revivre et je la souhaite à personne. Mais qu'est-ce que ça m'a appris ? Peut-être à voir les choses un tout petit peu différemment. Peut-être, tu vois, par exemple, la conscience du temps, le luxe du temps. Malheureusement, avant mon arrêt cardiaque, j'avais pas vu ça, que c'était le luxe absolu, la santé, le luxe absolu. Mais un des deuxièmes luxes dans la vie, c'est le temps. Parce que le temps, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'arrête. Pour personne. La seule certitude qu'on a, c'est qu'un jour on va partir. Mais on sait pas quand. Et c'est pas parce que tu as 20 ans ou que tu en as 55 que tu vivras plus longtemps que l'un ou l'autre. C'est-à-dire que demain, pour l'un et pour l'autre, ça peut s'arrêter. Moi, je le dis à chaque fois à Noël, on a la chance de se réunir en famille et d'avoir encore toute la famille. Je parle pas des grands-parents, arrière-grands-parents, etc., parce que les générations tournent. Mais chaque Noël, je me dis, on a encore la chance d'être ensemble ces Noëls-là. Et ça se fête. Ouais. Et on honore les grands-parents, arrière-grands-parents qui, quand on était petits, fêtaient. Mais je trouve que oui, on ne sait pas au Noël prochain, ni même dans une seconde, si on sera encore là. Et ça vaut le coup de prendre conscience, quel que soit l'âge, de ce luxe absolu, d'avoir ce temps-là. D'avoir peut-être une journée complète et à la fin de la journée de se dire « Waouh, j'avais une journée complète, qu'est-ce que j'ai fait de ces secondes-là ? Qu'est-ce que j'ai fait de ces minutes-là ? Est-ce que je me les suis gâchées ? Est-ce que finalement j'ai été dans des rendez-vous tu vois, là, évidemment, mon livre sort, je fais pas mal d'interviews, etc. Mais si j'ai pas envie de faire une interview, je la fais pas parce qu'encore une fois, ce moment-là, il nous sera rendu ni à toi, ni à moi. Donc si je suis là, c'est que j'ai vraiment envie de l'être, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, tu peux pas donner le meilleur de toi. Si je suis avec toi et je me dis, bon, alors je vais regarder mon téléphone, alors tout à l'heure, et puis je suis pas impliquée, c'est pas correct pour toi, c'est pas correct pour les auditeurs, mais c'est pas correct pour moi non plus. Parce que, encore une fois, si j'ai envie d'être ailleurs, j'ai le luxe de pouvoir le faire, quoi. Ouais, comment font les gens qui n'ont pas le choix ? Il y a des gens, ils doivent être à des endroits, ils n'ont pas envie d'être là. Je crois que tu as toujours le choix, même si, tu vois, j'écris un livre, je dis pas que j'ai zéro contrainte. Même quand j'écris, il y a des moments, tiens, les copains, les Maud, on est à la plage, tu viens nous rejoindre. Non, j'écris. Et ça me demande du courage, des fois, de me dire, oh purée, j'aime bien oh là là, le soleil,
Bah oui, mais je dis pas que c'est facile et que tu fais que ce que tu veux quand tu te lances dans un projet. Jamais. Je dis pas que tu as zéro contrainte. Mais il faut que cette contrainte-là soit en phase avec le sens que tu y mets. Moi, je sais pourquoi j'écris. Et j'écris pas pour faire un livre de plus. Sinon, tu sais, mes éditeurs, si je pouvais en écrire 3 par an, j'en écrirais un tous les 3 ans, ils me pressuriseraient. Non, c'est d'un commun accord qui est vous me parlez pas de livre. Quand j'aurai écrit un livre, si j'en écris un prochain, Je vous envoie je un vous le mail. dirai. Mais je vous le donnerai quand il sera fini d'ailleurs. Ils savent rien, mais ça c'est un accord avec eux. Ils ne savent pas quand j'écris et quand je vais finir un livre. Et à aucun moment ils ne connaissent les personnages, l'histoire, etc. À la fin, quand j'ai vraiment finalisé le livre, je le fais lire à mes 2 bêta-lecteurs que sont mon frère et la personne avec qui je vis. Et si vraiment ils sont alignés avec ça, alors ils me font retravailler des choses. Ça c'est génial, ça je comprends rien du tout. Ça c'est difficile, ça c'est un peu long. Ça. Et comme ils sont bienveillants, bah, je retravaille jusqu'au bout du bout. Et ensuite je le présente à mon éditeur. Et il accepte le jeu parce que je sais pas faire autrement. Et si on me pressurise, et si bah, ce serait bien d'écrire un livre, parce que tu sais, tes lecteurs t'attendent, ben oui, mais moi, à mes lecteurs, j'ai pas envie de mentir. Si j'ai rien d'intelligent à partager, de choses que j'ai vécues qui me touchent et que j'ai envie de partager, j'ai pas envie de leur offrir un livre pour mettre ça dans un trou. Allez hop, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Non, j'ai pas envie. Et même si ce serait peut-être plus bankable, ça m'intéresse pas du tout. Parce que cette relation, c'est 8 millions de lecteurs aujourd'hui, cette relation très particulière qu'on a tous ensemble à se tenir la main, mais j'ai sûrement pas envie de les trahir, sûrement pas envie, sous prétexte que je vais gagner plus d'argent. Mais ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être la force de l'âge de ne plus rien avoir à prouver et voilà, de vivre une relation qui est une relation de partage, une relation qui a du sens. J'ai un petit jeu. Oui. Le jeu de tu préfères. Ouais. Tu préfères café seul le matin ou dîner entouré? J'adore les deux. Je vais dire quand même le dîner entouré. Ok. Tu préfères écrire au calme chez toi ou écrire au bout du monde? Écrire calme chez moi, maintenant. Tu préfères une grande histoire d'amour ou une grande liberté? Une grande histoire d'amour. Je suis tellement d'accord. C'est sûr. Et pourtant, Dieu sait si la liberté est fondamentale pour moi, mais je crois que l'un peut aller avec l'autre. On peut être libre de vivre ce qu'on a envie de vivre et d'être. Et je crois que c'est ça aussi l'amour. Alors, avec ses limites, hein, moi je ne fais pas partie des gens qui, la liberté, chacun vit sa vie sexuelle, etc. Non, là je suis assez exclusif quand même dans ma vie personnelle, mais je pense qu'on peut être libre d'être qui l'on est, de vivre ce qu'on a envie de vivre au sens de se réaliser tout en vivant une grande histoire d'amour. Tu préfères un bon verre de vin ou un lever de soleil? Oh non, t'es pas chouette là. Oh non, t'es pas chouette. Les deux. Oh bah oui. Oh non, non, j'adore tellement les deux quoi. Et voire même un coucher de soleil avec un verre de vin. Hein, tu vois, tu pourrais. Non mais j'adore les deux. J'adore un lever de soleil. C'est ma vie ça. C'est ma vie le lever de soleil. C'est le début de la journée. J'adore ça. Mais, Oui, enfin, pas mais un le- bon verre de vin, j'adore aussi. Et voire deux même. Toute proportion gardée. Tu préfères parler aux plantes ou à ton futur toi? J'adore parler aux plantes, aux arbres. J'adore parler aux arbres. Ok. Je vis dans un espace avec des oliviers, avec des arbres, et j'adore. Je trouve que ah oui, 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 là, c'est mon monde, ça. Le matin même. Bon, alors salut tout le monde. Tu vois, et puis j'ai l'impression de parler. Oui, oui, non, ça, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aux arbres. Tu préfères le silence total ou une conversation qui te bouscule? Une conversation qui me bouscule, je crois. J'aime pouvoir me remettre en question. Tu préfères écrire avec un singe ou un gourou chelou? Oh, ce serait un gourou chelou, j'adorerais. J'ai jamais rencontré de gourou chelou, mais j'apprendrais beaucoup du singe aussi. Mais j'adorerais un gourou chelou, oui, j'adorerais, ça c'est sûr. Tu préfères être apaisé ou ressentir 1000 émotions? Un an apaisé, apaisé. J'ai tellement, je trouve que les émotions, apaisé, c'est aligné. Oui, ça c'est vraiment jouissif pour moi aujourd'hui. J'ai tellement couru après le temps, tellement couru après les émotions, la vie. J'ai tellement vécu que j'adore les vivre. Mais ça, je sais faire plus facilement que d'être calme et apaisé. Donc quand je vis un vrai moment apaisé, c'est un grand luxe pour moi. Tu préfères méditer 10 heures par jour ou faire la fête tous les soirs? Je ne fais plus ni l'un ni l'autre. Enfin, j'ai jamais médité 10 heures par jour et faire la fête tous les soirs, je l'ai tellement fait que j'adore faire la fête, mais je peux plus le faire tous les soirs. Je crois que c'est une question d'âge, ça aussi. Place aux jeunes. Mais moi, je sais plus faire la fête tous les soirs. Mais quand je fais la fête, je fais la fête. Et pour terminer, tu préfères être heureuse ou être libre? Être heureuse. Et ça fait aussi, la liberté fait aussi partie de ce bonheur. Mais heureuse, ouais, heureuse, c'est toute une philosophie de vie.
C'est pas juste être dans le plaisir ou dans la jouissance d'un instant. Être heureuse, pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie. Oui. C'est quoi le bonheur pour toi? C'est cette philosophie d'apprendre un pas après un autre, de se rendre compte que la vie, c'est pas horizontal. D'ailleurs, un peu à l'image d'un électrocardiogramme, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Si t'es à l'horizontale, t'es mort. Donc vraiment, c'est ça, c'est de se rendre compte que la philosophie, enfin, en tout cas, ma philosophie du bonheur, c'est apprendre avec les tumultes de la vie et puis de se réaligner et de vivre ces choses dans le partage. Donc moi, je me dis, ma plus belle réussite aujourd'hui, ce sont mes relations humaines et c'est ma plus grande richesse aussi. Tu te considères aujourd'hui totalement heureuse? Je me considère totalement heureuse de ce que je peux faire de ma vie, mais il y a plein de choses qui peuvent arriver du jour au lendemain qui vont me bousculer dans ce bonheur. Et ça, je maîtrise pas, mais je crois que c'est aussi ça l'apprentissage, de se dire, le bonheur, c'est toujours instable. Oui, je suis dans une phase de ma vie où tout va bien, c'est-à-dire quant à la santé, quant à l'amour, quant à l'argent, quant à tout, oui, tu peux pas ne pas être heureux. Mais je crois que c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est vraiment cet alignement de se dire, tiens, de temps en temps dans la journée, j'ai un vrai débordement d'amour qui va faire que là, je me sens heureuse, quoi. Tu vois. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Et oui, là, le sens de ma vie, c'est de me dire d'aller chercher le plus de secondes possible dans ce débordement d'amour, qui est le lien à l'autre, qui est le lien avec la nature, qui est le lien avec le grand tout. Et voilà, ça, oui, ça, c'est ma quête. C'est ma quête aujourd'hui. Et je me sens heureuse, oui, je me sens heureuse. Ta spiritualité, elle se situe où? J'allais dire, j'ai eu la chance, même si je ne l'avais pas compris tout de suite, de ne pas avoir été élevée dans la religion, parce que ma mère est d'une religion, mon père d'une autre religion, et ils pouvaient se marier, des grands-parents, s'il n'y avait pas de religion pour les enfants. Et très tôt, j'ai ressenti comme quelque chose de plus grand. Alors je l'appelais, parce qu'on m'avait dit qu'il y a Dieu, quoi, mais je l'appelais Dieu, mais du haut de mes 4-5 ans, dès que j'ai commencé à avoir une conscience, je lui parlais tous les soirs. Bon, alors Dieu, alors j'ai fait ça. Il faut que tu me dises si... Et puis alors je parlais comme ça, donc c'était déjà une forme de spiritualité, parce que quand j'en parlais avec mon frère, on est très très proche avec mon frère encore aujourd'hui. D'ailleurs, je dédicace, tu m'avais promis à mon frère, parce que je voulais aussi mettre en avant cette relation fraternelle. Lui, il ressentait pas ça, il me dit, ça c'est une connerie tout ça, de quoi tu me parles. Et puis, moi je ressentais un truc, alors comme on n'en parlait pas, c'était un peu tabou à la maison de parler de religion, puisque c'était un peu le grand acte, ils peuvent vivre leur amour s'ils parlent pas de religion à la maison. Jusqu'au moment où j'ai pu lire des choses et oui, j'ai voyagé beaucoup, donc j'ai rencontré des religions différentes. Mais la foi, c'est quelque chose. Donc la spiritualité, hein, pour répondre à ta question, je l'associe plutôt à la foi qu'à la religion. Et cette foi, oui, elle est en moi depuis toujours. Et ça, c'est même quand j'écris, j'ai le sentiment, voilà, de vivre quelque chose, de connecter à quelque chose de plus grand. Et j'impose rien avec ça parce qu'il n'y a pas d'explication à donner, il y a juste à ressentir. La foi, et j'entends des gens qui disent oui, la foi c'est pour ceux qui ont besoin d'avoir. J'entends tout en fait autour de cette foi. J'ai pas d'explication rationnelle, c'est vraiment intrinsèque. Et je dois dire que pour moi c'est le sens, le sens d'une vie, hein, le sens d'une vie. Tu crois justement en quelque chose de plus grand. Du coup, tu crois au fait qu'il puisse y avoir des synchronicités, qu'il puisse y avoir des énergies, peut-être dans des lieux quand tu voyages où tu as l'impression que c'est différent. Oui, en fait, et ça, la science nous aide beaucoup. Moi, j'ai passé ma vie à justement étudier la science. Je viens d'un monde assez rationnel. Et je trouve qu'on a tellement avancé entre la chimie, hein, qui explique simplement qu'on est, faut être clair, un amalgame de cellules. Une cellule, c'est quoi? C'est un atome avec des électrons qui tournent autour. Et si on était en macro, sur ma jambe, sur le fauteuil, sur toi, qu'est-ce qu'on verrait? Juste des électrons qui tournent autour d'un noyau et en amalgame pour former ma jambe, en amalgame pour former le fauteuil, en amalgame pour te former aussi. Mais en macro, on ne verrait que ça. Donc, il n'y aurait pas de séparation entre nous. Il y aurait une espèce de grand vide avec des noyaux et des électrons qui tournent en masse. Donc ça, on s'est tout à fait expliqué chimiquement déjà qu'on est un tas d'atomes et qu'on est composé quasiment que de vide, hein, parce que entre le noyau et l'électron, proportionnellement, c'est la même échelle que de la Terre au Soleil. Donc ce n'est que du vide. La seule chose qu'on ne sait pas expliquer scientifiquement aujourd'hui, c'est que ce vide est intelligent. Et donc à chaque fois, mais ça on sait le démontrer en physique, la physique quantique nous a beaucoup aidé là-dessus, je dis nous, les êtres humains, hein, de se rendre compte que quand on met une intention, hop, tu as toute une énergie qui suit. Et parfois, à des années-lumière, tu fais tourner un atome d'un côté, un autre atome dissocié tourne de la même façon à des années-lumière. Donc ça, c'est quand même extraordinaire de voir qu'on n'est qu'une grande énergie.
Sauf que notre système de défense montre que, non, voyons, toi tais-toi, toi t'es Nico, moi je suis Maud, et on est des gens séparés, et on doit se juger, t'es plus grand, t'es plus petit, t'es plus gros, t'es plus maigre, t'es un homme, je suis une femme, etc. On a besoin d'associer des cases, parce que notre système de défense n'accepte pas le fait que on puisse être qu'une grande énergie. Et ça, c'est important de le comprendre parce que, mais comme quand on nous a appris que la Terre était ronde, et quand on le dit encore aujourd'hui, la Terre est ronde, oui, ça on le sait mentalement, mais imaginez que la Terre est complètement paumée dans un système solaire, puis dans l'univers, puis c'est vertigineux de voir à quel point elle tourne vite, et il faut vite revenir sur notre siège pour dire, bon, ok, tout ça c'est vrai, bon, ça on a vu dans les livres, mais si on commence à mettre de la conscience là-dessus, on est perdu, quoi. On est perdu dans un système fabuleux et extraordinaire, mais on ne peut pas, c'est pas tangible. Donc on revient à notre séparation, à notre ego qui fait que, voilà, moi je suis Maud, je suis écrivain, je suis ceci, je suis cela. D'ailleurs, on se définit souvent par notre métier, par notre sexe, par le fait que tu sois marié, que tu aies des enfants, etc., plutôt que comme une grande énergie. Mais ça, par la science aujourd'hui, si on est un peu en macro, on se rend compte qu'on n'est qu'une grande énergie. Et je pense que c'est très lié à cette foi, à quelque chose de plus grand qui est, hop, on bouge comme on veut. Tu veux devenir écrivain, mais deviens écrivain. Et puis passe les barrières de la peur, écris. Comment on devient écrivain ? Pas dans les livres. Écris une phrase après une autre. Pourquoi tu veux écrire ? Et je crois que c'est ça, et je suis le propre de cette expérience, parce qu'effectivement, je venais du tableur Excel, et à un moment, je veux écrire un livre pour partager des choses qui me sont chères. Je connais personne dans l'édition, je connais pas d'écrivain, je me rappelle tout juste de mes notes moyennes en littérature, enfin en français quand j'étais jeune. Si tu passes pas toutes ces barrières, jamais t'écris. Donc c'est ça le sujet. Balance une énergie, balance une intention, et l'énergie va suivre. Tu vas rencontrer les bonnes personnes au bon moment et tout s'aligne. Mais ça demande effectivement de pas se dire je claque des doigts et tout apparaît. Ça c'est pas vrai. C'est hyper intéressant parce que dans chaque chapitre, tu mets des petites citations qui ont toujours un lien avec le chapitre, et c'est toujours, enfin moi j'ai trouvé en tout cas quand je lisais forcément des citations qui marquent, comme si à chaque fois ça pouvait donner un petit coup de ah, et on réfléchit. Et là ce que tu viens de dire, ça me fait penser à celle de Lao Tzu, quand je lâche ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. Oui, moi j'avais les entreprises que je dirigeais, je disais aux salariés, parce que la première chose c'est, bon, il va falloir Maud me faire les cartes de visite. Je dis oui, bien sûr, tu vois avec le service. Par contre, ici, il n'y a pas de titre. On va mettre ton nom, ton prénom. Ah bon, mais attends, si, il faut mettre directeur. Non, parce que si je mets directeur commercial ou tu pourras pas évoluer vers autre chose. Tu veux rester toute ta vie responsable. Donc, sois qui tu veux, tu as un rendez-vous, mais tu peux même dire que tu es le président de la boîte. Ça me gêne pas. Prends mon titre si tu veux. On n'est pas un titre, on n'est pas un statut. Et je crois en ça. Je crois que il faut aller au-delà de ces limites. Quand on s'enterre dans notre système de défense, dans notre ego, qui est, voilà, tu comprends, moi je suis écrivain. Mais non, je ne suis pas écrivain plus que je suis une femme, plus que je suis un être humain, plus que je suis... Non. Et c'est ce système de défense qui s'associe à tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a, mais même jusqu'à nos enfants. Tu comprends, j'ai 2 enfants, j'ai une voiture, j'ai une maison. Comme si ça nous définissait. Alors qu'en réalité, on n'est rien de tout ça. On est une toute petite partie de ça, mais on est tout le reste aussi. Et moins on met de limites, plus on peut être la plus grande version de nous-mêmes. C'est quelque chose que j'ai toujours mis en place dans ma vie, parce que quelque part, là, je suis assis en face de toi en tant que podcasteur, si on doit mettre une étiquette. Il y a quelques années, j'étais investisseur et coach en immobilier locatif. Franchement, pour arriver là, je ne sais pas comment j'ai fait, puisque à l'avant, j'étais chanteur. Et que c'est un voyage au bout du monde qui m'a fait devenir investisseur, puisque la vie a décidé qu'elle allait mettre des choses devant ma route, devant mon chemin. Et je me suis retrouvée à faire de l'immobilier locatif, mais personne ne pouvait imaginer que j'aurais fait ça un jour. Parce que tu t'es pas mis de limite ? Non. Parce qu'à un moment, il y a un truc qui te faisait vibrer, tu dis pourquoi pas ? C'est ça. Et puis à un moment, c'est autre chose. Et je prône ça parce que on n'est pas qu'un métier. Et quand j'entends des gens, oui, mais moi je sais pas faire autre chose. Mais moi, je ne savais pas écrire non plus. Bien sûr que j'ai appris à lire et à écrire, mais j'ai jamais écrit un livre avant d'écrire le premier. Mais tout comme t'as jamais cuisiné avant de faire ton premier plat. Donc encore une fois, si tu quittes cette limite,
et que tu essayes, et que tu apprends, et que tu acceptes de tomber, parce que j'ai pas écrit kilomètre zéro en un mois, sans faire de faute d'orthographe, sans faire de faute de syntaxe, sans procrastiner, sans abandonner, sans me trouver nulle, etc., etc. Bien sûr que ça fait partie du process. Réussir, c'est apprendre à tomber, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Donc voilà, toi tu as décidé d'être dans l'immobilier, puis le lendemain tu as décidé d'être podcasteur, et puis peut-être qu'après-demain tu seras encore autre chose, tu as été chanteur, et tu es un excellent podcasteur et intervieweur, non pas parce que tu as appris les questions qu'il fallait poser, c'est parce que tu as eu tout ce parcours, et que les questions que tu poses, d'ailleurs, qui sont assez différentes des questions d'un journaliste lambda qui avoir tendance à poser un peu toujours les mêmes questions dans le même format, eh bien, on va aller explorer des choses beaucoup plus vraies parce que tu les vis, parce que tu as vécu différentes choses, et les questions que tu poses, c'est des questions que tu aurais pu te poser à toi-même. Et j'en suis sûre que tu te poses à toi-même. D'ailleurs. Oui, je fais attention parce que je sais, alors heureusement j'ai une communauté très bienveillante, mais j'ai pu avoir des commentaires en mode et tu parles beaucoup de toi. Mais parce que en fait, j'ai besoin aussi de parler de mes expériences pour faire réagir en fait. C'est la pratique. Et moi je trouve que tu parles pas assez de toi, moi. Je te le dis. Donc je pourrais te poser les mêmes questions, ce serait d'ailleurs sympa de faire une double interview. Mais non, je trouve qu'au contraire, d'amener des exemples pratiques, c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. Je trouve ça même essentiel, c'est qu'à un moment donné, on vit dans une vie, même si effectivement, moi, des fois, je regarde la lune et je me dis, la regarde pas trop, parce que qu'est-ce qu'on fait sur ce petit caillou qui flotte dans l'espace? Et franchement, ça me crée du vertige. Mais au-delà de ça, on est de la matière, on a des problématiques, j'ai mes problématiques de cœur, mes problématiques... Mais comme tout le monde. Mais oui, mais justement. Ce serait dramatique d'ailleurs, j'entends des fois des gens qui me disent, de toute façon, moi, l'amour, c'est fini, mon cœur est brisé. Heureusement que personne peut nous briser le cœur, sinon on serait mort déjà. Mais les autres n'ont pas ce pouvoir, jamais. Donc surtout, sortons de ça, revenons à nous. Non, personne ne peut nous briser, ni le cœur, ni le reste, même si on peut souffrir. Et ça fait partie, enfin je dirais que sans émotion, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Et quand d'ailleurs à ta question, c'est est-ce que tu préfères 1000 émotions ou le calme, je crois que l'un va avec l'autre. C'est dans ces moments de calme, c'est un peu comme dans ces moments de silence qu'on entend les mots. S'il y avait qu'un brouhaha, on n'entendrait plus les mots, on pourrait plus lire les livres, chaque mot entre chaque case et entre chaque case, ou passage blanc, si tu veux. Donc c'est ça qui est fabuleux. Si tu as dans tes proches un jeune homme charmant célibataire. Ok, je vais partager sur mon réseau et l'invitation est lancée. D'autant plus que franchement, si j'étais pas en couple, bon alors je suis pas un jeune homme, je suis plutôt une vieille dame, mais j'aurais dit oui. Vraiment, c'est un mec super. Donc je partagerai sur mes réseaux. J'en connais quelques-uns. C'est Adriana Carambeu qui m'a dit fais une annonce sur ton podcast. Je dis oui, mais enfin elle a fait une annonce à 50 minutes inside pour rencontrer Marc Lavoine. C'est pas le même effet que moi finalement, surtout que on va pas se mentir, je suis quand même beaucoup écoutée par des femmes et j'aime beaucoup les femmes, mais les femmes pas dans mon lit. mais les femmes connaissent des hommes fabuleux aussi. Donc le message sera passé en tout cas, sois-en sûr. Très bien. Sois-en sûr. Tu t'y connais en numérologie? Pas très bien, non. On t'a déjà fait ta numérologie? On m'a fait, tu sais, il y a plusieurs thèmes, il y a le nombre personnel, etc. Mais il y a très très longtemps. Parce que tu es parti pour ça? Bah oui, allez, on est parti pour 12 heures de numérologie. Allez, c'est parti. Allez, je te suis. Non, un mini résumé. Je vais juste vérifier. Je le mets pas forcément, ça, je vais le couper. Si c'est ma date de naissance. Oui, ta date de naissance. Je peux? Oui, sans problème. 23 octobre 1971. Oui. Ok. Donc, en fait, ça m'a surpris. Ça m'a déstabilisé. Ah bon? Non, enfin, disons que un thème de numérologie, il y a plein de nombres, ça prend vraiment 2 heures pour le coup. Donc là, avec ta date de naissance, je peux calculer 2 choses rapides qui sont vraiment ton triangle fondamental. Et dans ton triangle fondamental, il y a 3 nombres. Donc là, je peux t'en donner 2, mais il en resterait quand même un 3e. Je peux pas te donner toutes les facettes, mais là, néanmoins, tu as ce qu'on appelle, en fait, tu as deux nombres identiques. Dans ton triangle fondamental. Donc, une énergie qui, en numérologie, est quand même assez importante. Et ce nombre, c'est le 6. Et qu'est-ce que c'est le 6? Le 6, il est soignant, perfectionniste, pacifiste, artiste, conciliateur, réparateur, éthique, sensible à l'esthétisme et au beau. Et il a besoin absolument d'avoir une activité en phase avec ses valeurs. Est-ce que les mots que j'ai évoqués te parlent? C'est vrai. Tu vois, alors j'allais dire tous, et j'ai buté sur artiste parce que on m'avait tellement mis dans la case scientifique que maintenant que je suis écrivain, je sais aussi un art, l'écriture, maintenant je l'accepte. Mais tu vois, même mon cerveau a buté sur artiste, non. Le reste, oui.
mais finalement aussi. Donc oui, de A à Z, si je suis pas dans mes valeurs, si je trouve pas de sens, je suis incapable de travailler dans, et même de vivre un moment si c'est pas aligné avec ça. Donc oui, oui, de A à Z, tout ce que tu as dit, je le crois. Le 6, il aime apporter de l'attention, des solutions, du bien-être, des améliorations, de l'harmonie. Le 6, l'archétype, c'est l'harmonie, c'est la femme. Ouais, Et il y a je- cette idée d'harmonie. Prendre des responsabilités, qui peut être familiale, territoriale, nationale, politique ou militaire, on le voit que dans ta vie, tu as pris Ouais, aussi ouais, ouais. ces responsabilités-là. Le 6, il aime être aimé, rassemblé, guidé. Ouais, tout est vrai, mais en même temps, tu nourris aussi que la belle facette du 6. Ah, Mais il y a la suite qui arrive peut-être. Je peux Ah, mais- aller Oui, plus oui, loin. parce que c'est important quand et merci pour ça et je me reconnais évidemment et j'allais dire mon ego je l'appelle mon caniche qui est, tu vois qui aboie tout le temps et qui est toujours en train et là alors je te dis pas comme tu le flattes il est heureux là il fait le beau mais tiens-toi bien il y a peut-être la suite qui arrive. Le 6, il déteste les critiques, les tensions, il a peur du conflit, il peut avoir une posture de sauveur auprès de ses proches ou des gens en règle générale, il peut prendre les choses à cœur et il peut fuir s'il a le sentiment de ne pas être aimé. Oui, aussi. Et d'ailleurs, tu vois, sur le fait d'être sauveur, moi, j'ai passé vraiment des années à me fatiguer en disant, mais fais ci, fais ça, attends, moi, ça m'a aidé, il faut que tu le fasses. Et j'ai basculé, d'ailleurs, à travers l'écriture, ça m'a beaucoup aidé, de proposer quelque chose, et peu importe qu'on applique ou pas, chacun va y chercher ce qu'il veut. Mais pendant des années, d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à la fin du livre, n'essayez pas de convaincre les autres. Proposez. Parce que c'est très épuisant de dire attends, il faut absolument que tu fasses ça, Ouais. moi ça m'a aidé, etc. Donc oui, ce côté sauveur, des fois je me bats un peu contre ça Ouais. aussi, où la souffrance est difficile pour moi. Voir souffrir quelqu'un, c'est difficile pour moi. Donc je suis toujours en mode solution ou en mode allez hop, on va rire de quelque chose pour essayer de fuir ou de d'adoucir cette souffrance. Et ça, oui, ça me demande encore du travail. Donc oui, c'est très juste ce que tu dis. Et pour le coup, c'est vrai que là je te parlais de 2-6, mais il se trouve que dans ton triangle fondamental, tu as un 33, parce qu'en numérologie, il y a ce qu'on appelle des maîtres nombres, le 11, le 22, le 33, qui donnent une énergie différente. Et tu vas rire, mais le 33, donc dans ton triangle fondamental, qui sont quand même tes besoins importants à nourrir pour te sentir aligné, ça a des aspirations collectives importantes. Ah oui, ça, de toute façon, le collectif, pour moi, c'est vraiment... Oui, bon, c'est pas comme si tu avais vendu 8 millions de livres, donc en termes de collectif, non, on est mais quand même... vraiment, le collectif, pour moi, c'est... J'ai le sentiment qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin les uns des autres. Et moi, je te dis, mon grand rêve à la fin de ma vie, ça aurait été ce serait de rencontrer 7 milliards de personnes. Donc, tu vois, j'aspire quand même au collectif. Et je me dis oui, parce que si chacun tend la main à quelqu'un, très vite, on va se retrouver... s'aider tout autour de cette planète et on en a besoin. On en a besoin. Je crois pas que les conflits, les guerres nous fassent du bien en tant qu'être humain, quel que soit le pouvoir qu'on en tire. On souffre tous de tout ça et en ce moment encore plus. Donc, je crois à ce collectif et au fait que si chacun, un peu à l'image du colibri, fait un petit geste, alors on vivra dans un monde meilleur. T'as des peurs aujourd'hui? Ah oui, plein. Parce que je ne connectais pas la peur. Alors je peux le dire haut et fort, je ne savais pas ce que voulait dire la peur. C'est pour ça que j'ai fait plein de choses dans ma vie, un peu tête brûlée. Mais la peur, c'est aussi, comme je le disais, une émotion très importante qui nous annonce un danger ou de quelque chose qu'on a à régler, même si c'est pas un danger vital. Et oui, dès que je sors de ma zone de confort, j'ai des peurs et ça me va. Et ça me va. Bien sûr, j'ai la peur de voir la souffrance autour de moi encore, de la peur de souffrir aussi. Mais ça ne doit pas m'arrêter dans ce que j'ai envie de partager, ça ne doit pas m'arrêter dans notre quotidien. Je me dis arrive ce qu'il arrive et je ne lâche pas mes rêves. Ça, c'est sûr que je ne lâche pas mes rêves. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? Sans doute, justement, de dépasser des peurs, d'essayer de comprendre. Tu sais, le chemin vers soi, c'est un chemin, je le trouve, courageux. Parce que c'est quand même aller chercher des dossiers enfouis, des choses qu'on comprend pas de nous. J'ai peut-être pas eu le choix parce que mon corps a réagi à un moment où, de toute façon, fallait que j'y aille, sinon c'est une question de vie ou de mort. Mais ça, je trouve ça, au final, courageux. Et quand j'entends des gens qui me disent « Ah, mais moi, tu sais... je vaux pas grand-chose, il m'est arrivé que des difficultés, etc. » Je dis, c'est déjà essentiel et courageux d'être encore debout pour pouvoir en parler. Donc, je cherche pas
à faire des choses exceptionnelles. Je cherche juste à observer que chaque petite chose, c'est déjà courageux. Un pas, c'est déjà courageux. Donc d'écrire un livre, c'était pour moi un gros morceau, parce qu'encore une fois, j'étais dans la case du tableur Excel. Et d'ailleurs, j'ai commencé à écrire sur Excel, hein. Ça, je m'en suis jamais caché. Copier-coller cellules. Bon, j'ai vite compris qu'il fallait que je passe sur Word, c'était un petit peu plus facile. Mais voilà, j'étais vraiment dans des cases, tu vois. Et donc oui, chaque geste, monter sur scène pour faire une conférence, c'était courageux. Donc c'est toujours des moments, voilà, de dépassement. Et dans ces moments-là, eh bien, chaque moment nous permet de nous rapprocher de nos rêves, qui est de pouvoir partager des choses qui peuvent peut-être aider quelqu'un. Toi, tu voyages souvent, j'imagine. Oui, alors ça, c'est une drogue, hein. C'est un problème, c'est que ça, je suis vraiment droguée du voyage, mais vraiment. C'est-à-dire que je suis heureuse quand et je sais qu'aujourd'hui, entre l'écologie, les avions, etc., mais là-dessus, je suis pas bonne, hein, je suis pas bonne élève. J'aime voyager, j'aime aller rencontrer des peuples, j'aime me perdre dans des pays, parce que je trouve que j'apprends tellement de moi et des autres. Et puis, encore une fois, d'élargir ce champ c'est pas que comme ça. C'est pas que comme on nous l'a appris. C'est pas que comme ça se passe en Occident. Il y a pas de vérité. Il y a plein de choses différentes. Tu penses que le voyage peut... Enfin, j'ai un avis là-dessus. Tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a 3 ans, ça n'allait pas dans mon couple. Je pars en Inde. En Inde, hein, je pars pas à Mykonos. Hein. Je tombe amoureux d'un Indien. Et je vis 2 mois avec lui. C'est sorti de nulle part. J'avais pas du tout anticipé le truc. Donc, ça met le pas sur la fin de ma relation, puisque ça fonctionnait plus. Voilà, il y a eu mon cœur, comme si la vie m'avait mis cet homme à cet endroit-là. Exactement. Donc séparation, blablabla, le chaos, tout ça. Bon, j'ai évoqué, et mes auditeurs, ma communauté savent très bien que moi, l'amour, les séparations, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, un peu trop pour le coup. Et cette séparation m'a amené à un côté un peu chaotique. Donc l'année d'après, je suis partie en Colombie. En Colombie, 2 mois incroyables. J'ai rencontré des amis, des auditeurs du podcast qui ont fait la route avec moi, avec des stages de chamanisme, etc. Enfin, c'était complètement fou. J'ai rencontré j'ai fait des dates, j'ai eu des flirts et plus. Et j'ai reconnecté à la sensualité et au partage et à la rencontre. Je n'étais jamais seule pendant 2 mois. Super, très bien. Donc l'année d'après, je me dis tiens, je vais repartir en voyage, c'est super, je rencontre l'amour ou je lis des liens sociaux incroyables. J'arrive au Brésil l'année dernière, concert de Lady Gaga, je fais un blackout au concert de Lady Gaga, je n'ai aucun souvenir, je me réveille à 4h30 du matin dans mon Airbnb. Ensuite, je fais une infection au pied qui me bloque sur une île. Ensuite, je fais une infection bactérienne sévère au niveau du torse où je finis en urgence à Rio et 42 fièvres au lit pendant quelques jours. Et ensuite, je fais une intoxication alimentaire. Ah oui. Dans un pays où personne ne me regardait. Personne ne venait vers moi. On m'avait dit, attention, le Brésil, tu vas te faire agresser, tu vas te faire ceci. Les gens, ils veulent te vendre des trucs. Ah, moi, j'ai pas eu de problème. De toute façon, j'étais clouée au lit la plupart du temps. Et quand j'étais dehors, mais on ne me regardait pas. Donc, j'ai vécu la tristesse, la perte de sens et l'invisibilité. 3 voyages, 3 triptyques différents. L'amour, les relations, la solitude et la tristesse. Est-ce que le voyage, selon toi, peut apporter justement des réponses, les réponses qu'on a besoin d'obtenir? Je te rejoins, on est face à soi en voyage. Déjà, tout est nouveau, donc on est en alerte. Tu vois, quand tu vas dans un pays que tu connais pas, mais comme quand tu prends une rue que tu connais pas. Souvent, le voyage, je le dis, c'est pas forcément de me prendre un avion et d'aller à l'autre bout du monde. Parfois, c'est juste de changer le trajet qu'on fait tous les jours. Parce que quand tu changes le trajet que tu fais tous les jours, tu es obligé d'être attentif. Si tu fais toujours le même trajet, tu prends par exemple le métro, tu marches dans la rue, tu es même sur ton téléphone. Je vois un nombre de gens sur leur téléphone en train de marcher. Moi, je dis chapeau, hein, moi, je me casse la figure au bout de 3 minutes si je fais ça. Mais tu n'es plus dans le voyage, tu es concentré parce que c'est automatique. Ton corps sait que tu vas tourner à droite, que tu vas prendre telle rame de métro, etc. Quand tu changes ton chemin, que tu connais pas, tu es obligé d'être attentif à ce qui se passe, aux gens, aux choses que tu rencontres, etc. Donc quand tu es à l'étranger, tout est nouveau, surtout quand tu es dans des pays très différents de ce que tu connais. Si tu sors de l'Occident, tu vas en Asie ou tu vas en Amérique du Sud, tu vis des choses quand même assez différentes. Tu connais pas tout ça, donc qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé d'être en alerte. Et comme on est des êtres sociaux, tu es obligé même d'être en lien avec les gens. Sinon, c'est difficile, quoi.
Donc oui, le voyage, je trouve que ça aide beaucoup, ça nous ramène à notre humanité, à notre humilité aussi, beaucoup. Parce qu'on n'est pas les maîtres du monde quand on est dans un endroit qu'on ne connaît pas. Voire même, moi je me suis retrouvée déjà chez les Maasai, où tu es en survie totale, mais je me suis retrouvée aussi des fois dans le désert. Donc le désert, tu n'as rien d'autre que du sable. Et si tu fais un pas de trop, tu es perdu. Tu es complètement dépendant de ton guide, des Berbères qui connaissent les dunes, qui connaissent... parce que d'un moment à l'autre, un coup de vent et la dune s'est déplacée, tu vois. Donc, si tu n'es pas avec des guides qui sont avec toi, tu es perdu et donc tu meurs. Parce que dans le désert, tu meurs si tu es perdu. Donc, tu vois, le simple fait d'être dans une attention qui est très différente, eh bien, le voyage, oui, moi, ça m'aide à rencontrer d'autres univers et puis, de fait, de me dire, ah oui, mais alors moi qui croyais ça depuis toujours, finalement, finalement cette croyance n'est qu'une croyance. Là où c'était une vérité avant, ben, finalement, ce n'est qu'une croyance. Et ben, comme toute croyance, ça se déconstruit pour retrouver qui tu es vraiment. Donc oui, ça m'aide beaucoup, mais encore une fois, j'entends aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de voyager. Alors parfois, on peut voyager pour pas cher. Moi, quand j'étais étudiante, je voyageais des fois pour vraiment rien. Ça me gênait pas de dormir n'importe où, chez l'habitant, etc. Ça ne demande pas forcément beaucoup de moyens de voyager, surtout à la rencontre des peuples. Mais voilà, sans aller très loin, le simple fait de se décentrer un peu, de sortir de son lit, ça nous permet de rencontrer d'autres personnes et de fait, de vivre d'autres expériences. Ça nécessite d'être un tout petit peu curieux et d'accepter qu'on ait peur de sortir de cette zone qu'on connaît bien, quoi. Là, quand tu fais un livre comme ça, parce que le voyage, c'est ce qui inspire tes livres par la suite, quand tu vas chez les Maasai, tu te dis, je vais écrire un livre quand je serai là-bas, c'est ce qui va m'inspirer, ou tu fais un voyage, et tout d'un coup, tu te dis, waouh, ce sera l'environnement de mon prochain roman. En fait, je voyage, jamais pour écrire un livre, parce que je vais faire plusieurs voyages avant d'écrire un livre, et je ne sais pas quel environnement je vais mettre. Moi, ce qui m'importe dans l'écriture, avant tout, c'est les messages que je veux passer. Donc les choses qui m'ont aidé, tu m'avais promis c'est un livre sur la résilience, tiens, j'avais pas parlé de la résilience, c'est quelque chose qui m'a aidé de comment est le processus de la résilience, qu'on en parle, faut prendre du recul, du machin, tout ça, moi je trouve que c'est pas si concret que ça. Donc le fait de pouvoir le vivre, de pouvoir le pratiquer, c'est vraiment déjà tous les enseignements que je vais avoir envie de partager qui constituent mon livre. Après quoi, à travers les pays que j'ai vus, je fais beaucoup de photos maintenant quand je voyage, parce que ça me permet de pouvoir après décrire les lieux, les décrire en un seul mot. Et ça m'aide beaucoup, mais je sais pas, par exemple, là tu vois, je reviens du Japon, je sais pas si si mon prochain livre sera sur le Japon. Je vais faire d'autres voyages et je mettrai le décor qui sera le bon décor dans les messages que j'aurai envie de partager. Mais c'est pas, je fais un voyage, j'écris un livre. Sinon, j'écrirais, là pour le coup, 4 ou 5 livres par an, parce que je fais au moins 3-4 voyages par an. J'aime tellement le voyage, découvrir des pays, découvrir d'autres façons de voir les choses, que oui, j'adorerais écrire à chaque fois que je... D'ailleurs, mes éditeurs aussi aimeraient beaucoup que j'écrive à chaque fois que je fais un voyage, mais ça, c'est pas possible. Pour le coup, ça nourrit ton 6 en numérologie. Tu vas vraiment Exactement. nourrir, même le côté, tu parles d'esthétisme aussi, Ah oui. et de... Ah oui. Ça, c'est le visuel, en fait. Oui, j'aime les parfums, j'aime les odeurs, j'aime les couleurs. Oui, ça nourrit vraiment ça. Ces émotions aussi, on parlait d'émotions. T'as 1000 émotions en voyage, de la peur à la joie, en passant par la tristesse, la frustration, l'incompréhension. Enfin, t'as 1000 couleurs dans un voyage, c'est sûr. C'est sûr que moi, quand je repense à l'Inde, j'ai voyagé 2 fois en Inde, c'est tellement réapprendre à vivre autrement. Ouais. C'est ça que je trouve absolument fascinant, c'est à quel point j'ai eu l'impression de devoir tout déconstruire pour réapprendre les liens, réapprendre la façon de voyager en train, des rencontres, Et puis l'état d'esprit. L'état d'esprit. Tu vois, tu me dis, je prends le train, tu peux prendre le train et puis te lire un bouquin, ou tu peux prendre le train et puis commencer à converser avec quelqu'un. Tu peux t'ennuyer ou au contraire t'ouvrir. Enfin, il y a 1000 façons, ça dépend aussi de ton état d'être et la façon dont tu vas vivre avec cette intention. Moi, j'aime bien en début de journée mettre une intention à ma journée. C'est pour ça que je dis bonjour à mes arbres, voilà. Et puis après, quelle intention vous mettez? Ils me répondent pas toujours. J'ai pas compris que les arbres n'avaient pas toujours la parole. En tout cas, je comprends pas leur langue toujours. Mais le simple fait qu'ils agitent leurs branches, moi j'ai l'impression qu'ils sont contents, tu vois. Donc, je suis un peu dans mon monde.
voilà. Mais par contre, de mettre une intention, tiens, aujourd'hui, j'aimerais vivre cette journée sous l'intention du rire, par exemple. Bah, tu vois, je vais essayer de focaliser sur des choses qui vont me faire rire. Et donc, vraiment, je vis les choses comme ça. Je vais aller boire un café, par exemple, en terrasse, sur le port, et je vais regarder les gens, je vais sourire, parce que c'est l'intention qui va faire que, naturellement, tu vas vivre l'intention que tu as mis. Et qu'est-ce que ça engendre souvent? Bah, les gens s'arrêtent. Ah, bah, vous êtes souriante, c'est pas si souvent qu'on voit des gens souriants. C'est l'intention que tu y as mis. Donc, dans le train, alors déjà, pour voyager, tu peux effectivement prendre le train ou faire du stop ou partir en avion. Enfin, tu as 1000 façons et ce sont des choix. Et dans ce choix-là, tu as 1000 choix. Mais tu viens de me faire réaliser que je pose des intentions uniquement en voyage. Les journées de mes voyages, j'adore poser des intentions. Ouais. Dans mon quotidien parisien, je ne pose pas d'intentions. Et c'est dommage. Et je pense que je suis happée par le travail, par les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a autour qui bouffe toute mon intention. Mais ça c'est sûr, et même si, encore une fois, je dénigrerai pas les réseaux sociaux aujourd'hui, si j'ai ce succès dans mes livres, c'est aussi grâce à tous ces lecteurs qui partagent sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire, les réseaux sociaux. Mais c'est vrai aussi que la contrepartie, il y a toujours une contrepartie, c'est que parfois on se laisse trop happer. Alors moi, dans ma génération, peut-être un peu moins que vous les jeunes, mais tellement happé par, je vois, ça scrolle pendant des heures, et on est vite pris, parce que c'est une façon aussi de fuir notre quotidien que d'aller voir le quotidien des autres. Ou d'apprendre, mais finalement on n'apprend pas grand-chose. Je me suis laissée surprendre à un moment, un matin, tu sais, puis en plus il y a toute cette intelligence artificielle derrière qui fait que quand tu regardes quelque chose, après il te balance un tas de vidéos autour de ça. Et moi j'avais regardé justement à faire quelques exercices physiques le matin en se levant. Et puis je regardais, et puis je regardais pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. J'avais vu un tas de gens faire un tas d'exercices et moi j'étais dans mon lit en train de regarder ça. Donc j'avançais pas. Donc je me suis dit, tiens, quitte à faire les trucs, en même temps que je vais scroller, je vais faire les exercices qui sont proposés. Et pendant 10 minutes, je faisais mon exercice physique. Et en fait, si on regarde de façon attentive tout ce qui est balancé, on fait plus rien de sa vie, quoi. Donc quitte à scroller, en étant dans l'action, on peut mettre en place et en pratique. Mais c'est sûr qu'il faut savoir aussi, probablement, mettre une alerte de, voilà, je fais ça pendant 10 minutes, et après je reviens dans une vie qui est la mienne et je mets en action un certain nombre de choses. Sinon, je pense que c'est le propre, j'en parlais avec Louise Aubéry, en fait, dans la santé mentale sur un podcast, et je trouve que elle m'expliquait que les jeunes ont un vrai sujet avec la santé mentale, parce que trop impliqués dans ces réseaux sociaux. Donc, encore une fois, comme tout, c'est un instrument extraordinaire, mais on peut vite basculer vers une addiction qui est que y a une adrénaline qui monte à chaque fois, et donc on sort un peu de son quotidien et on ne sait plus qui on est. Et d'où l'importance aussi, pour le coup, de prendre du temps pour lire, potentiellement tes livres, parce que je pense à ça, mais ça me fait une double lecture, c'est prendre le temps d'arrêt pour lire, mais dans ton livre, Gabin, il a aussi un temps d'arrêt dans sa vie, pour justement poser des intentions, pour pouvoir avancer, se transformer et créer un lien plus vrai avec sa fille, avec sa sœur. Oui, parce que c'est dans ce silence qu'on peut pratiquer, laisser émerger dans ce temps de pause. Si j'entends quelque chose, ah ouais, ça me paraît bien, ce qu'il m'a dit, ou ce qu'elle m'a dit, ou ce que j'ai lu, mais très vite je repars sur les réseaux sociaux, vite mon cerveau, tu vois, switch. Ouais. Alors que si tu pratiques un temps, une minute parfois ça suffit, juste de ressentir, hop, là il se passe quelque chose de chouette. Tellement de choses à dire, je sais que je ne veux pas, Nicolas. Forcément je ne veux pas tout spoiler par rapport au livre. Moi, c'est un livre, je vais t'avouer quelque chose, qui me permet d'avancer justement par rapport à ma rupture, parce que il m'a touché dès le début sur l'attachement à la souffrance du passé. Ouais. Et forcément, je me suis dit, ça titille. Et ce qu'a vécu Gabin, en tout cas émotionnellement, parce que j'ai vraiment pas vécu la même chose, mais néanmoins dans le processus, je trouve que c'est ça qui est passionnant avec tes livres. Et en tout cas là, quand je suis plongée dans le dernier, c'est comment ça m'a permis de voir petit à petit comment je peux, justement, tu vois, la phrase de remettre de la joie sur des dates que j'avais un peu, mis, non, je le fais plus, c'était le couple, c'était ceci, c'était cela. Et, en fait, donc, c'est une date de rayer, t'imagines, si à chaque fois on raye une date dans une souffrance, il y a peut-être 10 dates dans la... Et puis tu vas voir qu'avec le temps, parfois, il y a plus de dates, mais tu perds 10 jours dans ton année, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Au contraire, faut fêter. Et ce que j'aime aussi, et ce que j'adore, forcément, moi qui suis passionnée de voyage, c'est que ça fait tellement de bien de s'évader
quand on lit des romans qui nous amènent ailleurs. Et d'autant plus, je trouve que dans le développement personnel, moi, ce qui me fait aussi beaucoup de bien, c'est de sortir des livres théoriques Oui, parce et de partir dans des histoires, et dans puis, des ouais, t'as des personnages. propositions, encore une fois, il faut pas apprendre tout à la lettre, il faut essayer, il faut se laisser évader. C'est avant tout un roman où on peut simplement voyager, on n'est pas obligé de pratiquer quoi que ce soit. Si un truc qui résonne, ah bah tiens, j'essaye, j'y avais pas pensé, très bien, mais il n'y a pas d'injonction à travailler sur soi ou quoi. Vivons un beau voyage, et je crois que c'est ça, et c'est ce que les lecteurs partagent, qui est bah, j'allais pour voyager et puis d'un coup il s'est passé quelque chose pour moi encore. Donc, Pour merci. ceux qui veulent te retrouver, tu as déjà tes 3 premiers livres, Mm. mais en tout cas, tu m'avais promis, édition Erol, Erol. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je mets tous les liens dans la description, bien évidemment, ainsi que ton Instagram. Oui. Je pense que c'est là qu'on te retrouve le plus facilement si on veut voir un petit peu Oui, tes complètement. aventures. Mes aventures, j'organise des séminaires dans le sud aussi pour travailler sur ces enseignements, pour pratiquer. Et c'est vrai que c'est une aventure avec les lecteurs qui est assez folle, quoi. Donc merci vraiment pour tous ces partages, parce que c'est des beaux moments. Quand on partage qui l'on est, forcément il y a une résonance commune, quoi. Donc merci pour ça, merci de m'offrir cette possibilité. Et merci à toi pour la personne que tu es, parce que tu es vraiment une personne que je trouve incroyable. C'est gentil. J'adore ton énergie. Merci. C'est... Sans doute parce qu'on est Écoute, sur la même vie. moi, ça me donne envie de partir en voyage avec toi. Ah bah écoute, Au bout du monde. tu sais quoi, je te dis mon prochain voyage et puis on partira. Non, ce sera avec joie parce que je pense que tu es vraiment dans cette énergie aussi de vivre les choses et de les vivre pleinement. Donc merci pour ça. À très bientôt. Maud. À bientôt. Salut. Merci Ça a Nico. été Ouais, génial, vraiment. Merci de ta gentillesse et puis on sent que tu fais ça avec amour, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu sais que tu peux télécharger le PDF récap des enseignements de Maud Nkawa. Tu as le lien dans la description, tu cliques dessus et tu y auras accès. Ce fut un véritable plaisir ce partage avec Maud. J'espère que tu auras aussi toi appris beaucoup de choses, passé un bon moment et tu auras pu te questionner sur ce fameux lâcher prise. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou 5 étoiles. Non, ça je l'ai dit. Ou un commentaire, c'est un commentaire, c'est ça. Allez, je te remercie. À très bientôt. Salut.